Ok, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce dernier épisode de Sit and Talk, épisode numéro 10, dernier épisode de la saison, pas ever. Il y aura une saison 2 l'année prochaine. Normalement, ça devrait sortir en septembre, octobre, je sais pas trop, je suis en train de brainstorm avec moi-même dessus. En tout cas, merci pour tous les retours sur les précédents épisodes, ça fait super plaisir, ça motive à continuer. Si jamais ça t'intéresse aussi, on est présent sur les réseaux sociaux, donc TikTok, Insta, tout ça, je t'invite à suivre, tu connais la chanson. Aujourd'hui, je suis avec Maxime de la chaîne Pile et Face, bienvenue. Merci de venir ici, de venir à Nantes, que tu connais peut-être un peu moins comme ville. Pas du tout, enfin, un petit peu, je suis déjà venu quelques fois, mais pas trop. On va parler aujourd'hui de réseaux sociaux, de stratégie réseaux sociaux, quelle stratégie adopter, tout ça. Il y a pas mal de questions que j'ai à te poser, que j'ai en tête. Je pense que les auditeurs et ceux qui nous regardent aussi en ont beaucoup en tête. On parlera aussi de l'évolution du métier de vidéaste en 2023. C'est un sujet qui peut questionner pas mal de personnes. Clairement. Je pense que tu as des réponses à nous apporter. Et tout d'abord, je vais te demander de te présenter aussi pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Ok. Écoute, je m'appelle Maxime. J'ai donc créé Pile et Face il y a maintenant plus de 3-4 ans quasiment. Il y a plusieurs facettes à mon métier. La première, c'est de réaliser des vidéos pour des entreprises. Ça c'est le truc, on va dire, classique du vidéaste, on va dire, pas basique, mais classique, quoi. Et petit à petit, j'ai aussi développé plus la partie, on va dire, réseaux sociaux avec YouTube notamment. Et l'idée de ça, c'était un peu d'accompagner les gens à se développer un peu plus dans la vidéo, que ça soit sur la partie tuto, comment se former, la partie aussi un petit peu business. Et donc ça, c'est un peu les deux facettes de mon métier. Et donc j'ai commencé, comme tout le monde, à 90%, 100% du temps à faire des prestats pour mes clients. Et en fait, plus j'ai avancé, plus je suis passé de l'autre côté du spectre, plus du côté YouTube, côté un peu formation, et aider du coup les gens à se développer là-dedans. Et jusqu'à arriver maintenant aujourd'hui où je fais quasiment plus de vidéos pour des clients. Ok. On en parlera peut-être un peu après, mais parce que du coup c'est aussi un choix. Mais voilà, dans les grandes lignes, c'est assez dur de mettre un doigt sur le nom, de ce que je fais. Ouais. Y a le terme créateur de contenu qui correspond pour moi le mieux, bien que ça peut être mal vu, entre guillemets, ce terme-là, mais je pense que c'est ce qui résume le mieux ce que je fais aujourd'hui. Ok, vaut mieux créateur de contenu qu'influenceur. Exactement, ça c'est le combat, ça. Ouais, grave. Et du coup, pour resituer dans le contexte, ça fait combien de temps que tu as lancé ta chaîne et que tu fais de la vidéo ? Alors, moi, j'ai commencé la vidéo sur le tard, en fin de master, donc j'avais peut-être 24-25 ans. C'est à ce moment-là où je me suis mis dans la vidéo. Avant, j'étais pas du tout attiré spécialement par ça. Ok. Donc là, aujourd'hui, j'ai 29 ans d'ici pas longtemps. Donc, ça va faire 4-5 ans que je suis dans la vidéo. Je me suis lancé, j'ai mis peut-être 1 ou 2 ans à me lancer en tant que professionnel là-dedans. J'ai fait ça en parallèle de mes études, si tu veux, avec mon boulot un peu à côté. Et depuis, sur YouTube, depuis maintenant 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans à peu près. D'accord, ok. Et donc, du coup, ta vision au départ de YouTube, c'était vraiment d'aider les gens, faire des tutos, tout ça. En gros, apporter ton savoir et l'expliquer à des personnes un peu plus novices. Ouais. C'était ça le délire. Alors en fait de base, je suis un très gros consommateur de YouTube, mais pour tout, que ça soit même pour du divertissement et aussi pour me former. Je me suis formé, j'ai fait une école de commerce, donc rien à voir avec la vidéo. Ouais. Et on n'avait pas le choix pour se former, pour faire des vidéos. On était obligé de regarder des tutos, des choses comme ça. Donc je me suis formé énormément avec tous les gars qu'on connaît qui ont un peu démarré là-dedans sur le YouTube francophone. Et en fait, ces gars-là, je trouvais que déjà qu'ils faisaient du super travail, qu'ils le font d'ailleurs toujours aujourd'hui. Et je trouvais ça hyper stylé ce qu'ils faisaient et de la manière dont ils le faisaient. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, c'est sympa ce qu'ils font, mais pourquoi toi, tu n'essaierais pas de le faire ? Alors bien sûr, il y avait la question il y a déjà énormément de gens qui sont déjà sur le YouTube francophone, mais pourquoi toi, tu n'essaierais pas de le faire, quoi, ? Et en fait, ça s'est accéléré. Donc ça, j'ai gardé ça en tête pendant un petit moment, et ça s'est accéléré pendant le confinement. Parce que pendant le confinement, comme beaucoup de gens, personne ne pouvait trop bosser. Et du coup, fallait que je m'occupe un peu l'esprit. Et du coup, j'ai passé peut-être 3-4 mois à vraiment analyser ce qui marchait sur YouTube. D'accord, ok. Lire énormément de commentaires, regarder beaucoup de vidéos, essayer de comprendre qu'est-ce qui faisait que ces gars-là marchaient et d'autres marchaient peut-être un peu moins. Okay. Et pour essayer, pas d'établir une stratégie, mais de me dire, ok, où est-ce que toi, tu peux te positionner là-dedans, Si, c'est un peu une stratégie quand même. Ouais, c'est un peu une stratégie, mais à ce moment-là, j'étais pas en mode faut que je trouve la solution pour que ça marche. C'était plus de l'expérimentation peut-être. Ouais, et puis je sais pas, le fait de comprendre comment ça fonctionne. En fait, j'ai fait la même chose quand j'ai commencé dans la vidéo, c'est que je voulais comprendre comment ça fonctionnait avant de le faire moi-même. D'accord. Et du coup, sur le YouTube, c'était pareil. Je voulais comprendre qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce que les gens aimaient pour ensuite le faire de mon côté, quoi. Okay. Donc il y avait un côté très apprentissage et j'essaie d'engranger un maximum d'informations. Puis aussi peut-être le côté YouTube, c'est une
une expérimentation dans le sens où aussi tu apprends petit à petit. Ouais. Tu upgrades petit à petit tes vidéos, ton savoir et tout, et puis tu regardes ton travail passé et tu te dis ok, là je peux apprendre. En fait, tu dis c'est horrible. Ouais. Bah souvent c'est le cas, parce que moi le premier aussi, c'est la même chose. Mais c'est la même chose pour les vidéos YouTube, mais aussi pour les vidéos que tu fais pour tes clients. Exactement. Tu commences tes premières vidéos, c'est affreux, tu regardes ça 2 ans après, tu trouves que c'est pas très très joli, quoi, et c'est le cas. Mais du coup, c'est un apprentissage comme dans tout en fait. Permanent même. Ouais, clairement. Et du coup, tu disais que tu avais plus passé le cap sur YouTube. Donc au départ, tu bossais pour des clients. C'était quoi à peu près les clients que tu bossais? C'était très entreprise, corporate, un petit peu d'événements aussi, mais c'était plutôt lié au monde de l'entreprise parce que je sais pas, c'était on va dire pas un secteur pas plus facile, mais c'est un secteur où il y a pas mal de demandes, il y a souvent aussi un peu plus de budget. Ouais, bien sûr. Donc j'ai tout de suite voulu me spécialiser un peu plus du B2B que d'aller vers du mariage, des choses comme ça. C'était un choix. Forcément, j'ai dû refuser, pas mal de choses là-dessus parce que c'est souvent les voies, on va dire pas plus facile parce que c'est très très dur, mais c'est plus facile peut-être d'obtenir des clients quand tu fais un peu de B2C avec du mariage, ces choses-là. Et du coup, j'ai pris énormément de portes au début par les entreprises parce que quand on te connaît pas, quand t'as pas de portfolio, quand t'as rien, les gens te disent non, ce qui est normal. Mais ouais, plutôt entreprise, et je suis resté un peu sur ce créneau-là. Ok. Et du coup, petit à petit, tu as délaissé ce côté-là pour... Ouais, alors ça s'est fait progressivement, et là je suis encore dans ce process-là parce que tu vois, je continue encore des prods pour des clients. C'est juste que je choisis, j'ai la chance de pouvoir choisir, tu vois, les prods qui me plaisent et ceux qui me plaisent un peu moins. En vrai, c'est une chance. Donc du coup, ça permet vraiment de faire un peu ce que tu as envie. Mais ouais, ce shift-là, je l'ai fait parce que je me rendais compte que je prenais beaucoup plus de plaisir à faire des vidéos liées à YouTube que de faire des vidéos pour des clients. En fait, vraiment la simple raison à ça, c'est que quand tu fais une vidéo pour ton client, il est content, merci à toi, puis on s'y en croit. Ouais, t'as pas de suivi derrière, t'as plus pas que trop ça, de résultats. Alors que quand tu fais des vidéos sur YouTube, quand t'aides les gens, et les gens, ils te le redonnent, tu vois, par des messages, par merci à toi. Enfin, tu vois, il y a un côté très contact, beaucoup plus humain, qu'on a ce côté entreprise. C'est bien, tu les aides à développer leur chiffre d'affaires. Mais quand tu aides les gens, tu les aides directement à devenir, je sais pas, tu vois, à vivre un peu de leur passion, entre guillemets. Et du coup, c'est beaucoup plus gratifiant. Et donc ça, c'est ma première motivation, c'est ça, c'était vraiment... Puis d'avoir des vrais feedbacks de gens qui sont dans la même dynamique que toi au final. Ouais, c'est ça. Puis surtout, c'est un peu con, mais tu te retrouves un peu dans ces gens-là où toi t'étais il y a 2-3 ans, quoi, tu vois. Ça, et exactement. Du coup, c'est la phrase kitsch, mais il y a 2-3 ans, j'aurais aimé un peu entendre ça, etc. Moi, c'est une phrase que j'essaye souvent de me dire pour essayer de faire des contenus qui correspondent à ces gens-là, tu vois. Ouais, ok. Et donc c'était genre le contenu que tu aurais aimé faire à toi d'il y a 3 ans. Ouais, c'est un peu ça. Alors après, je dis ça, mais il y a 2-3 ans, il y avait du contenu que je trouvais sur internet qui était trop bien. Les gars, francophones, ils faisaient du très très bon boulot, tu vois. Donc j'invente rien, entre guillemets. Mais tu l'adaptes à ta sauce. Oui, ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc cette partie humain était aussi très intéressante. Et deuxième partie, c'était ce fait d'être beaucoup plus libre. Quand tu fais des vidéos pour YouTube, un client te donne un budget et en général ils disent tu fais ce que tu veux. Alors que quand tu fais une vidéo pour un client, en général il dit voilà, j'ai ça en tête, et toi tu l'exécutes. Alors après t'apportes ta patte quand même, mine de rien. Mais dans YouTube, tu es beaucoup plus flexible. Et le fait qu'on ne me mette pas de barrière, de me dire voilà, tu as le budget de temps, tu fais ce que tu veux, tu vas où tu veux. Et ça, tu vois, j'ai fait mes 2 premiers comme ça et j'ai adoré. Je me suis dit putain, c'est ça que je veux faire, quoi, absolument. Ok, ça t'a direct piqué. En fait, c'est le fait d'avoir cette liberté-là, de se dire putain, tu vois, voilà, tu peux être payé pour partir, voyager un peu, tester du matos, tester des choses. Et c'est pas, il y a des gens qui vont peut-être pas forcément aimer, mais moi c'est ce qui me fait vibrer à mort, quoi, tu vois. Donc c'est pour ça que je suis un peu plus allé là-dessus. Yes. Et du coup, est-ce que ça t'a fait développer une sorte de stratégie sur YouTube quand t'as su que tu pouvais avoir ce shift-là entre le côté B2B et le côté YouTube où t'es un peu plus libre? Une stratégie, oui, parce que t'essayes de comprendre ce qui marche pas. Ce qui peut te permettre de te rémunérer, et tu vois, le type de vidéo qui peut te ramener entre guillemets du business, et des vidéos qui t'en rapportent moins, entre guillemets. Donc tu réfléchis un peu. Maintenant, c'est tellement un monde à part et que personne trop connaît, et c'est un peu entre guillemets l'envers du décor, c'est assez peu accessible. En fait, c'est du test and learn, quoi, tu vois. Tu te lances un peu dessus, tu testes, tu vois ce qui marche, tu vois ce qui marche pas. Donc c'est énormément surtout au début, de tester des vidéos, de te prendre des portes, de voir ce qui marche pas, etc. Et c'est pour ça qu'au début, tu passes énormément de temps. Toi, tu es dedans aussi un peu dans ce truc-là, donc tu passes beaucoup de temps. Et en fait, plus tu avances, plus tu t'adaptes un peu le style et tu vois ce qui marche. Donc, tu vois, la stratégie se développe avec le temps, quoi. Faut vraiment pas se dire, quand on se lance sur YouTube au début, de se dire ok, je vais faire ça et ça va être ça tout le long. C'est impossible, ça. Parce qu'il y en a, ils adoptent le mauvais mindset à direct espérer que ça marche dès la première vidéo.
Ouais, c'est ça. Après, et- moi personnellement, j'ai fait cette erreur-là, tu vois. D'accord. J'avais, en fait, tu vois, quand je te disais, j'avais analysé le marché pour voir ce qui allait marcher. Je me suis dit, il faut que ta première vidéo, direct, ça soit piqué. Enfin, tu vois, il faut que ça soit Un bon, quoi. banger et que ça marche Pas direct. banger, mais au moins, tu vois que tu es le bon sujet, à peu près les bons dires, etc. Mm. Donc, dans ma tête, je me lançais pas tant que j'avais pas ces infos-là. Donc, D'accord. j'ai passé beaucoup de temps à tourner la vidéo, à la refaire, à me refilmer. Ah ouais? Ouais. Ok. Ouais, parce que enfin, pour moi, je voulais ressembler à aux mecs que je suivais, Ok. sauf que j'avais ni les compétences, ni l'assurance nécessaire, j'avais rien de tout ça. Ouais, quoi. tu mettais un peu la barre plus haute que ce que tu Ouais, étais que réellement. ce que j'étais capable de faire clairement. D'accord. Donc je me suis, donc du coup, bah, Après, c'est peut-être un moyen d'apprendre aussi, hein. De voir ce qui marche pas. Après, tu as peut-être le côté insatisfait parce que tu n'as pas le résultat que tu voulais au départ. ouais, Mais ça peut être un moyen d'apprendre en se disant, OK, qu'est-ce qui fonctionne pas? Où est-ce ouais, qu'il faut que je travaille? ouais. Mais Et peut-être que tu progresses rapidement à ce niveau-là. le problème, c'est que tu sauras jamais ce qui est bon ou ce qui est pas bon tant que tu l'auras pas montré aux autres. Bah, Parce c'est que ça, c'est le retour qui est hyper exactement, important. parce que toi, tu es le plus gros critique sur toi-même, Ouais, ce qui est normal. de ouf. Mais du coup, de temps en temps, pour toi, ça va être nul, alors que pour d'autres, ça va leur servir. Et Mm. du coup, c'est avec leur retour. C'est pour ça que quand tu te lances sur YouTube au début, les premiers retours des gens, c'est hyper important. Ouais. Parce que c'est eux qui vont un peu driver, bah, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Et c'est très rare d'avoir des vrais retours constructifs et des gens qui le pensent vraiment, pas juste qui disent, pas juste ta mère qui dit, ouais, trop bien ta vidéo, j'ai regardé, Ouais. c'est cool. Mais des gens qui viennent du milieu, c'est ça qui t'aide en fait à progresser, quoi. Carrément. Et autre question, est-ce que tu penses que c'est utile de créer une chaîne YouTube en 2023? Alors, ouais, j'ai même pas trop besoin d'y réfléchir que oui, à 100%, parce que j'ai encore très souvent la question des gens qui me disent le marché il est saturé, est-ce que tu penses qu'il y a la place? Je sais, on me la pose aussi assez Ouais, souvent. mais- Est-ce que tu penses que je devrais créer une chaîne aujourd'hui? Il y a déjà trop de monde qui Ouais. parle de tel ou tel truc. Non, mais cool. Oui, bah, je pense que on partage à peu près le même avis là-dessus, mais oui, pour moi, 100 fois oui, parce que il y a forcément des gens qui vont aimer telle ou telle personne et pas en aimer d'autres. Moi, il y a des gens qui peuvent pas me blairer, qui aiment pas la manière dont je présente les choses, et il y a pas de souci, il y en a d'autres qui aiment bien. Et donc, il y a des gens qui vont préférer, tu vois, telle ou telle personnalité. C'est beaucoup une histoire de personnalité, Ouais, de parce qu'il a manière la de voir les manière de choses. présenter, il a Exactement. une manière de Exactement. parler. Parce qu'il faut pas se leurrer. Ce qu'on dégage, c'est beaucoup, enfin, c'est intime, quoi. C'est Ouais, une partie de nous. c'est ça. Donc, si ça plaît pas aux gens, bah, ils vont pas avoir d'affinité Ouais, avec c'est nous. ça. Ouais. Et il faut pas se leurrer que le contenu, que ça soit toi, enfin que le contenu que tu fais, que je fais, que les autres font, c'est la même chose. Ouais. On parle de la même chose, on parle des mêmes sujets, des mêmes techniques. Et après, ce qui va changer, c'est ta manière, bah, comme on s'est dit, ta manière d'aborder les choses et ta personnalité. Et donc, pour moi, il y aura, même d'ici 5-10 ans, il y aura toujours de la place. Mais forcément, plus tu vas avancer, plus la vidéo devient hyper importante dans le monde où on est, donc plus il y a des gens qui vont se lancer. Ouais. Donc, faut pas non plus trop attendre. Maintenant, si ça se lance dans 1 an ou dans 2 ans, il y aura toujours de la place, ça c'est sûr. Bah ouais, c'est clair. Et puis, faut laisser place aux petits créateurs, comme tu l'avais très Ah bien oui. dit dans une Ah oui. vidéo. Ouais, clairement. Donc ouais, pour resituer le contexte, pour celles et ceux qui ne savent pas, Maxime, c'est quelqu'un qui a fait une vidéo où il avait présenté des créateurs un peu plus petits, un peu plus modestes, on va dire, sur YouTube. J'ai trouvé la démarche énorme, trop bien. Je crois que tu es un des seuls ou même le premier à l'avoir fait en France sur cette niche-là, vidéo, Ouais, mindset, peut-être, tout ça. Mais en fait, la manière dont ça a été fait, la manière dont ça a été mis en avant, bah, je trouvais ça cool et ça donne aussi de la motivation. Et c'est pas parce qu'il y a des petits créateurs qu'ils peuvent pas devenir un peu plus gros et que le contenu qu'ils proposent n'est pas qualitatif. Ouais. C'est juste qu'il faut laisser le temps, je pense aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait, cette vidéo-là, c'était une approche un peu différente parce que, en fait, tu vois, c'est des trucs bêtes, mais pareil, quand j'étais beaucoup plus petit, avec moins d'abonnés, etc., je m'en souviens tu vois, de voir des vidéos de ces mecs-là. Et de temps en temps, il y en avait qui laissaient, tu vois, soit des commentaires, soit des petites choses comme ça. Et je m'en souviens de l'impact que ça avait sur mon mood, entre guillemets, quand il y a quelqu'un qui reconnaissait pas le travail, mais juste qui mettait un petit message d'encouragement, ça me faisait un truc. Ouais. Et je me suis toujours dit, si demain tu grossis un peu plus, bon, je suis encore petit, tu vois, mais avec l'audience, si l'audience grossit, mets d'autres mecs en avant, encourage les gens, etc. C'était un modo que je m'étais dit, parce que je sais ce que ça peut apporter. Ça peut apporter pour la personne qui crée du contenu, parce que c'est une motivation, et pour ceux qui ont l'habitude de suivre des créateurs, le fait d'en présenter de nouveaux, et ça leur apporte aussi quelque chose de différent. Ouais, c'est ça. Ça met des nouvelles têtes dans leur quotidien et dans leur manière de présenter telle ou telle chose. Ouais. Les sujets qu'on aborde sont pas forcément toujours les mêmes aussi. Oui, c'est ça. Ça permet de voir quelque chose de différent. Et puis, moi, j'ai toujours eu vraiment cette optique-là de jamais voir les gens comme des concurrents. Parce que, mine de rien, ce que tu fais, ce que je fais, ce que
les autres font. Ah ouais, on est à peu près sur la même chose. Mais totalement. On pourrait très bien se tirer des balles dans le pied. Exactement. Et moi, j'ai toujours vu l'inverse de ça, en mode, au contraire, vaut mieux qu'on discute, vaut mieux qu'on se rencontre, vaut mieux qu'on parle ensemble pour justement qu'on améliore la qualité un peu de je suis tout le grave monde, d'accord. qu'on parle des différentes marques, des bonnes pratiques, de combien tu factures, etc. Carrément. J'ai toujours été, hyper OP là-dessus. Et du coup, c'était dans ce domaine-là de se dire, OK, aider entre guillemets les plus petits créateurs à se développer. Et aussi, s'ils ont besoin d'aide sur autre chose, les aider avec grand plaisir. Quoi, Carrément, c'est vraiment une bonne approche. Ça s'est peut-être fait il y a quelques années aux US aussi. On voyait, on doit suivre sûrement les mêmes youtubeurs, mais quand tu vois des Matty Apoya ou des Peter McKinnon qui invitent des plus petits youtubeurs que de genre 50-60 000, pour eux là-bas c'est petit, tu vois, mais c'est pas. C'est les US, tout est big. Mais en gros, la démarche était la même, à une autre échelle bien sûr, mais l'impact que ça peut avoir sur ce genre de personnes aussi, et le shift de carrière aussi que ça peut engendrer, c'est juste énorme. C'est sûr que après, tu vois, dans ma taille de chaîne, ça apporte pas non plus énormément en termes non, mais c'est quand même un petit boost qui fait du bien déjà pour le créateur, parce que tu en avais présenté plusieurs, je sais plus combien, 5 je sais, il me semble que tu avais dit que tu projetais d'en faire une deuxième. En fait, j'aimerais bien en faire une par an, et à chaque fois de changer de créateur et d'essayer de mettre des gens en avant qui bossent. C'était au-delà de la qualité de la vidéo, c'était l'envie que j'avais envie de récompenser. Bien sûr, c'est normal. C'est pour ça, parce que j'avais dit dans ta présentation à toi, c'est que tu produis beaucoup de contenu. On voit que tu passes du temps, que tu bosses dessus, et c'est ça que j'avais énormément bien aimé, parce que on sent que tu as envie de donner, quoi. Et du coup, un peu dans le même esprit que toi, tu vois. Je me mets toujours dans la place, dans la tête de quelqu'un qui connaît pas tel ou tel sujet. Et moi, j'écris mon script et je me dis, ok, cette personne-là, il part de zéro, c'est à moi de tout lui apporter en fait. Et dans le même esprit de vraiment aider, quoi. Dans un esprit bienveillant, de vouloir toujours bien faire. Et j'ai remarqué que c'était la même approche, et je trouvais ça vraiment trop cool. C'est une approche qui marche quand même. C'est, on va dire, l'approche pas classique, mais les gens en général sur YouTube, c'est leur but normalement, s'ils sont pas malveillants entre guillemets. Ouais, c'est ça. Et puis c'est bien aussi de vouloir faire un peu remettre à sa place où sont les choses, parce que on a tendance à trop être individualiste dans ce genre de milieu. Puis en plus, c'est des métiers où on bosse vraiment pour nous, donc on a tendance à vite devenir égocentrique et tout ça. Donc s'ouvrir aux autres et essayer de montrer ces valeurs-là, je trouve que c'est hyper important déjà pour montrer que c'est pas un métier où on est tout seul tout le temps, et qu'il faut vraiment s'ouvrir aux autres, et que les gens sont pas des concurrents mais plus des collègues. Exactement. Et puis c'est surtout le fait de pouvoir, tu vois, rien que de parler de ces problématiques, comme tu l'as dit, en fait c'est des métiers où tu es seul tout le temps. Donc en fait tu testes des choses, mais vu que c'est des métiers qui sont nouveaux, tu sais pas si tu te plantes ou pas. Donc le fait d'avoir la chance de parler à des mecs qui sont à peu près du même niveau que toi, un peu plus haut, un peu plus bas, au moins ça permet de confronter tes problématiques à ces gens-là, et eux vont pouvoir t'aiguiller parce qu'eux ils ont ils prennent du recul, tu vois, là-dessus. Ouais, puis chacun son parcours aussi, et puis vu qu'on est comme tu dis du même milieu, on sait direct déceler quelles sont les lacunes, sur quoi travailler, tout ça. Et puis déjà aussi le fait d'avoir l'approbation des gens qui sont un peu dans le même taf, ça c'est hyper gratifiant aussi. Ça fait plaisir. Ça veut dire que ce qu'on propose comme contenu, que ce soit sur YouTube ou côté pro, ça a une réelle valeur, quoi. C'est pour ça que tu vois, là on dit ça par rapport à YouTube, mais sur la partie quand tu es vidéaste pro, c'est pareil, ou photographe ou ce que tu veux, c'est hyper important de bien s'entourer pour justement avoir, tu vois, pareil, répondre à ces mêmes problématiques. Mais je trouve que YouTube, c'est plus facile de devoir montrer son travail parce que c'est quelque chose qu'on fait au quotidien sur la plateforme, tandis que si jamais tu bosses, par exemple, tout à l'heure on a évoqué le mariage, si tu fais une vidéo de mariage, tu vas pas le montrer à tous les vidéastes de ta région, donc tu sauras pas vraiment le réel retour, les réelles lacunes que tu pourras avoir. Sauf si tu as déjà des potes vidéastes de confiance à qui tu pourrais montrer les vidéos et tout. Mais c'est pour ça que c'est important d'essayer de se créer un petit groupe. Tu vois, moi, ça a été mon cas. Quand je me suis lancé, je connaissais personne. Tous mes potes, il n'y avait aucun qui était là-dedans. Et du coup, j'ai un peu mis mon ego de côté et j'ai envoyé des messages à des mecs qui étaient dans la vidéo. D'accord. Et en fait, j'ai créé un groupe comme ça, un peu, pas un groupe de travail, tu vois, mais ces gens-là, c'est devenu des potes. Et après, pour faire des échanges et tout. Et du coup, tu vois, une vidéo de mariage ou une vidéo corpo qui intéresse personne, vu que ces gens-là sont devenus mes potes, je leur envoyais, ils me disaient ça c'est pas ouf, ça c'est bien, ça change ça, tu vois. Et ça c'était, je pense que ma plus grosse richesse et ce qui m'a fait le plus
vite progresser, c'est ça, c'est d'avoir un groupe de 3-4 personnes, mais enfin, tu vois, à qui tu peux partager tes problématiques, tes craintes et envoyer un peu des projets qui te disent ce qu'ils en pensent. Bienveillant, avec des ouais. retours constructifs, parce que c'est bien de dire ça j'ai pas aimé, mais il faut dire pourquoi. Ouais, Il faut savoir expliquer pourquoi. Ouais, et ça, c'est et compliqué. tu vois, d'avoir des gens qui sont vraiment honnêtes dans la démarche, qui vont te dire, tu vois, bah écoute, ça c'est pas ouf, c'est hyper important. Et si vous arrivez à trouver des gens comme ça, vous allez bien avancer, quoi. Bah ouais, grave, parce que c'est vrai qu'autour de nous, quand on se lance dans un projet comme ça, on a tous notre entourage qui nous dit ouais, c'est génial ce que tu fais. Ouais, peut-être qu'aux yeux de Monsieur Tout le Monde, c'est génial, mais aux yeux de quelqu'un d'aguerri avec un œil qui a été développé depuis plusieurs années, ça l'est peut-être pas forcément. Donc, c'est... Ok. Du coup, est-ce que tu consommes d'autres réseaux sociaux? Est-ce que tu es présent sur les autres réseaux sociaux? J'entends par là TikTok, le fameux, et Instagram. Alors, il y a différentes choses. Parce que du coup, il y a la partie consommateur et, enfin, pas production, mais tu vois ce que moi je poste. Créateur, quoi. Ouais, c'est ça. En vrai, c'est ça. Consommateur, énormément, Instagram aussi. Et c'est drôle, mais TikTok, c'est une application que j'aime beaucoup en tant que consommateur. Ça, c'est pas un avis qui est partagé par beaucoup de gens, mais en fait, quand tu as entraîné, entre guillemets, l'algorithme parce que t'aimes, moi, il me sort que des trucs que j'adore, quoi. C'est que des trucs liés au sport, à des conneries, à des mecs qui se pètent la... Enfin, tu vois, c'est que des trucs qui me font rire, moi, et que j'aime bien. Ouais, c'est vraiment divertissement. Ouais, et du coup, alors par contre, c'est un traquenard parce que quand je lance l'application, je peux rester genre 20 minutes dessus, mais tu vois, ça m'aspire le cerveau, c'est un truc de fou. Mais en tant que consommateur, quand je veux déconnecter, tu vois, je me mets dessus, tu vois, je déconnecte direct, quoi. D'accord. Donc consommateur pas mal. On produit aussi des vidéos du coup sur TikTok. Pareil, un peu dans le même état d'esprit, d'essayer un peu d'apporter, de montrer des nouvelles, des nouvelles technologies, des nouvelles manières de monter, etc. Donc pas mal TikTok, Instagram aussi pas mal. Et Twitch, je commence un petit peu à toucher en tant que consommateur, à regarder et tout un peu. C'est pas une plateforme vers laquelle je me dirigerais pour produire le contenu, tu vois, mais c'est un peu l'avenir aussi quand même de ce qui se fait actuellement sur le contenu. Donc Ok. Et est-ce que tu, en termes de création sur les réseaux sociaux, est-ce que tu adoptes la même stratégie que sur YouTube, ou alors est-ce que c'est un peu plus aléatoire et parce qu'on sait qu'on va s'adresser à une audience totalement différente. Donc est-ce que tu as une approche différente aussi sur ces réseaux sociaux qui se consomment de manière assez rapide, plus que YouTube en tout cas? Ce qui est marrant, c'est que alors l'approche stratégique, forcément qu'elle est différente, mais la manière dont je suis arrivé sur YouTube, je suis arrivé sur TikTok de la même manière, c'est-à-dire que j'ai analysé en fait ce qui marchait. Ah ouais. Ok. Et du coup, on a passé beaucoup de temps, parce que du coup, c'était avec Alexis aussi qu'on a énormément travaillé là-dessus, sur qu'est-ce qui marche, pourquoi ça marche, comprendre qu'est-ce qui plaît aux gens, qu'est-ce qui plaît pas aux gens, avant de se lancer dessus. Et après, du coup, on s'est fixé un défi de publier une vidéo pendant 30 jours. Une vidéo pendant 30 jours, et de voir à peu près ce que ça donne, et d'essayer de mettre en application ce qui marchait. Ok. Et les vidéos que tu postais, c'était vraiment des trucs différents pour voir ce qui pouvait popper ou pas? Ouais, alors en fait, c'était différent, mais on essayait de garder plus ou moins la même ligne d'édito pour que les gens qui s'abonnent à TikTok soient intéressés à s'abonner vers YouTube. Parce que l'idée, c'était plutôt d'avoir une vitrine avec TikTok, en mode si tu veux en savoir plus et aller plus en profondeur, il y a YouTube et il y a ces sujets-là, tu vois. D'accord, donc ça faisait partie de la stratégie de base déjà. Ouais. Ok. Mais du coup, tu vois, les contenus qu'on publiait sur TikTok, on les publiait pas sur YouTube. C'était vraiment des trucs différents. C'était pas pour appâter, moi, essayer de comprendre. Ouais, si, c'est un peu le mot aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Comprendre qu'est-ce qui marche du coup sur TikTok, et après essayer de ramener les gens un peu là-dessus. Ok. Qu'est-ce qui pourrait les intéresser et les ramener sur les autres plateformes. Ouais, c'est ça. Okay. Donc après TikTok, c'est vraiment à part en termes de communauté, c'est une horreur. Ouais, moi je suis totalement nouveau. Ouais. Vraiment, hein, TikTok, je connais pas du tout. J'en ai fait quelques-uns. Il y en a un qui a popé il y a 2 semaines, tu vois. Okay. Du coup, c'était il y a 2 mois par rapport à quand vous écoutez le podcast. mais ouais, je me suis réveillé un matin avec... popé, moi, popé, c'est genre 10 vues, tu vois. Non, mais un matin, je me suis réveillé avec 15 000 vues et plus de 900 abonnés. Ouais. Alors que j'avais 50 abonnés et en général 20 vues sur mes TikTok, tu vois. Alors je postais rien, je consomme que dalle, je consomme 0 TikTok, vraiment. J'y vais jamais. Du tout, non, 0, vraiment. Ah bah oui, après mais c'est ça en fait la magie un peu de TikTok, c'est que demain n'importe qui peut marcher. Mais tu peux péter du jour au lendemain, quoi. Voilà, en fait c'est ça, c'est que là aujourd'hui je suis à 3500. Ouais. Donc le jour où sortira l'épisode, je mettrai à l'écran le nombre d'abonnés que j'ai. Je sais pas du tout. 600 000. Je sais pas. Qui sait? On n'en sait rien. Ouais. Mais ouais, ça m'a trop surpris parce que c'est quelque chose que je mets genre 2 ans à avoir sur YouTube et que tu mets 10 jours à avoir sur TikTok. Ouais. Donc l'algorithme, je sais pas du tout comment il est fait, mais c'est tellement aléatoire. Mais en même temps, c'est une bonne chose. Et ça, je viens de le comprendre en fait que très récemment, c'est que ça peut être une bonne stratégie justement pour quelqu'un qui veut créer du contenu et appâter les gens
attirer les gens vers d'autres plateformes. Ouais. Moi, la plateforme que j'utilise le plus en termes de réseau social, c'est Instagram. Ouais. Et j'ai remarqué que grâce à TikTok, les gens viennent sur Instagram. Ok. Ah oui, ok. Donc, tu vois qu'il y a une passerelle. Ça, c'est pas mal. Ça veut dire que du coup, le contenu que tu fais est assez bon et du coup, ils veulent en savoir plus. Donc, c'est voilà, déjà c'est ça. Une bonne insight, quoi. Ouais. Et moi, je suis vachement présent sur Insta. Tout ce que je partage toute ma vie et tout, je la mets sur Insta, côté pro, tout ça. Ouais. Mais, et du coup, les gens, ils restent. Donc ça fait partie aussi d'une stratégie que... c'est un peu bizarre à dire comme ça, mais que j'ai mis en place un peu malgré moi finalement, parce que ça a popé vraiment du jour au lendemain, donc j'ai rien prévu, quoi. Ça, c'est ce qu'on dit en fait aujourd'hui, c'est que là, en tout cas à l'heure actuelle, là, au début 2023, le meilleur moyen de se faire connaître sur les réseaux, c'est TikTok ou Instagram Reels, mais plutôt TikTok. Ouais, pour faire la passerelle justement avec tes autres réseaux, mais parce que c'est... En vrai, tu vois, tu disais que c'était aléatoire, et moi, je suis pas spécialement d'accord avec ça. C'est vrai ? Ouais, parce que pour moi, c'est pas justement, ça se travaille, et il y a des trucs qui marchent, des trucs qui marchent pas. Forcément, il y a une vidéo que tu vas très très bien travailler, qui normalement sur le papier devrait cartonner, qui va bider, ça va arriver. Mais à l'inverse, il y a des vidéos qui sont nulles, que tu as fait à l'arrache et qui vont cartonner. Ouais. Mais quand même, il y a des règles un peu à suivre pour que ça marche. Là où je dis que c'est aléatoire, c'est parce que j'y connais strictement rien en fait. Et dans mes yeux à moi de novice qui a l'appli depuis 3 mois, pour moi c'est aléatoire. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est parce que j'ai aucun retour, j'ai aucune stratégie, j'ai rien, je comprends pas en fait. Tout simplement. Parce que ce qui est assez marrant, c'est que du coup c'est un réseau qui fonctionne totalement différemment. D'accord. C'est pas les mêmes codes, c'est pas la même manière de voir les choses, c'est pas la même cible aussi, c'est beaucoup plus jeune, etc. Donc c'est pas du tout la même approche. Et c'est pour ça que ça peut être intéressant à approfondir pour quelqu'un qui veut créer du contenu, que ce soit sur YouTube ou n'importe quel réseau social, d'utiliser TikTok justement dans sa stratégie. D'une quelconque manière. Ça peut être pas mal. Faut aussi, par contre, se dire que c'est très compliqué de convertir des abonnés TikTok en abonnés YouTube, en abonnés Instagram. Toi, tu me disais que tu en as eu. En vrai, c'est cool. Ça veut dire que ton contenu est un minimum, est bien quali et du coup que ça correspond aux gens. Mais la conversion et c'est pas que c'est difficile, mais c'est pas la même cible, quoi. Donc, faut pas. Quelqu'un qui a 100 000 abonnés, demain, s'il veut les convertir en YouTube, il n'aura pas 100 000 abonnés, quoi. Il arrive à en avoir 5 ou 10, c'est pas trop mal. Mais encore, tu vois. Donc, il y en a beaucoup en fait, qui ont très très bien marché sur la plateforme. Et GG à eux, ils ont fait du très bon contenu. Et ils ont voulu pousser les gens à aller vers TikTok, sur YouTube et sur Instagram. Et ça a moins pris quand même. D'accord. Donc, c'est pas. Tu vois, faut que ça soit pour moi, il faut qu'il y ait une stratégie. En même temps, tu vois, si tu te lances un peu sur TikTok, ça peut être un tremplin, mais il faut que tu aies un peu de contenu à côté sur YouTube et sur Instagram pour que les gens, aillent voir, ils disent ah ouais, j'ai plus d'infos là-dessus, quoi. Tu vois. Ouais, faut les nourrir un peu de tous les côtés. Exactement. En gros, c'est mais ça prend du temps. Bien sûr, ça fait partie d'une stratégie qu'il faut mettre en place sur le long terme. Et qu'est-ce que tu penses de YouTube Short aussi ? C'est pas mal, hein. YouTube Short, pareil, on a le moment où on a fait les 30 vidéos par jour, par jour, 30 vidéos par jour. On a fait 30 vidéos tous les jours. Une fois par jour. Ouais, ok. C'était facile à expliquer, mais je me suis perdu. On en publié certains sur YouTube Short pour tester. Et moi, j'ai vu un gap dans mes abonnés, clairement. Ah ouais ? Ah ouais, vraiment, j'ai vu un gap. Je pense qu'avec avec les shorts, j'ai dû prendre 10 000 abonnés, je pense, en l'espace de quelques mois à peine, juste avec les shorts. Okay. Donc cool, parce que du coup, c'est des gens qui viennent s'abonner, vu qu'on publiait du contenu qui était lié à la vidéo. Normalement, ils sont censés être plus intéressés par les autres vidéos, donc c'est top. Sauf que la communauté qui consomme du short, c'est un peu la même communauté qu'il y a sur TikTok. Ouais. C'est-à-dire que c'est des gens qui... je dirais pas que c'est le fond du panier, mais un peu. Tu vois, dans le sens où depuis qu'on a fait ça, j'ai remarqué que les commentaires sous mes vidéos, les longues vidéos, c'est pas que c'est moins quali, mais il y a plus de rageux, plus de gens un peu, je vais pas dire limité non plus, parce qu'on va pas commencer à mettre dans des catégories, mais des gens qui sont juste des rageux, quoi, tu vois, qui viennent juste essayer de dire des conneries, quoi. Ouais, c'est intéressant parce que c'est la manière de consommer qui est différente, mais c'est la même plateforme au final. Ouais, mais justement, les gens qui consomment beaucoup de contenu comme ça, on se rend compte que, alors c'est une généralité. Je dis pas que c'est, non, justement, je dis pas que c'est une généralité. Il y a énormément de gens qui consomment du contenu court et qui sont très sympas, hyper bienveillants, qui vont suivre les contenus, qui vont adorer. Mais je me rends compte quand même que ça soit sur TikTok, Instagram un peu moins, parce que les gens font gaffe vu qu'il y a leur profil, mais YouTube et TikTok, c'est des comptes qui sont un peu plus anonymes. Ah oui, ok, d'accord. Tu vois, donc du coup, ils se permettent plus de choses. Et avant que je publie ces contenus short sur YouTube, je me rendais compte que la communauté était très bienveillante et j'avais très peu de commentaires négatifs. Pas dans le sens négatif constructif, tu vois, parce que ça c'est normal, mais dans le sens négatif juste. Haters, c'est juste là pour. Juste histoire de pourrir pour rien d'autre, quoi. Et depuis les contenus short, j'ai pris plus de commentaires comme ça. D'accord. Donc c'est pas donc YouTube Short, c'est très bien pour grossir. Maintenant, il faut savoir que quand tu grossis, tu vas attirer entre guillemets une population qui est pas la plus pertinente par rapport à ce que tu fais, par rapport à ce que tu aimes faire, etc. Donc
à Après, refaire. peut-être que la consommation des gens demande aussi peut-être plus du contenu divertissant plutôt que du contenu éducatif. Ouais, c'est ça. Comme on a peut-être plus, toi et moi, l'intention de proposer, tu vois, aux gens. Ouais. Et ils ont peut-être pas forcément besoin de voir ça sur YouTube Shorts. Ouais, t'as raison. T'as raison que c'est vrai que tout ce qui est short, contenu short, c'est beaucoup plus de divertissement. Ouais. Et du coup, ils sont plus pas tranchants, mais si ça leur va pas, ils te le disent direct. Alors que le contenu éducatif, tu leur apportes quelque chose, donc les gens en général sont reconnaissants par rapport à ça. Ouais. Et ouais, je pense que t'as raison. Le fait que ça soit divertissant, les gens doivent, je sais pas, peut-être moins. Et le truc, c'est que sur TikTok, j'ai remarqué ça très récemment, du coup, parce que moi, je suis vraiment nouveau là-dessus. Mais j'ai remarqué qu'avant, il y avait beaucoup de contenu divertissant et que les gens, j'ai l'impression qu'ils en ont un peu marre et ils sont à la recherche de quelque chose d'éducatif, tu vois. Moi, c'est ce que je propose sur TikTok. Je propose des vidéos où genre je fais les bases de la photo, tu vois. Ouais. Genre je fais une petite vidéo d'1 minute où j'apprends c'est quoi l'ISO, c'est quoi l'ouverture, c'est quoi machin. Ouais. Et j'ai énormément de commentaires de gens qui me disent ah mais c'est génial et tout. Bah oui. Et ça, c'est bien, tu vois. Et j'ai l'impression que sur TikTok, les gens, ils recherchent ce genre de contenu maintenant. En fait, TikTok se professionnalise de plus en plus. Avant, on disait qu'il fallait toujours faire des TikTok au téléphone, etc. parce que c'est la plateforme. Ouais, ou genre tu poses ton truc, tu danses, ou alors tu filmes quelqu'un en train de tomber dans la rue et c'est drôle, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça, en fait, TikTok évolue énormément là-dessus. Et aujourd'hui, je pense que tu as raison aussi, les gens recherchent un peu plus de contenu plus profond. C'est pour ça qu'on voit aussi les vidéos beaucoup plus longues arriver sur TikTok. Ouais, c'est vrai, ça aussi. De bien marcher. C'est aussi pour ça, maintenant, TikTok rémunère aussi bien, voire mieux que YouTube. Ça, faut le savoir quand même que pour les 1000 vues, t'es quasiment mieux rémunéré sur TikTok, quoi. Ouais. Et ça, c'est pas anecdotique parce que du coup, TikTok veut ramener beaucoup plus de qualité sur leur plateforme. Et du coup, ils mettent les ronds et ils retravaillent l'algorithme pour justement pousser ces contenus-là. Après, est-ce que c'est pas le cas parce que YouTube Short c'est tout nouveau et que le temps que ça s'installe, ça va peut-être un petit peu détrôner, voire arriver au niveau de TikTok, le temps qu'ils arrivent à trouver des investisseurs qui soient assez gros pour pouvoir suivre. Parce que TikTok est quand même là depuis plus longtemps que YouTube Short. Ouais, mais c'est juste que forcément quand il y a quelque chose qui marche, il y a toutes les tout le réseaux monde veut y aller, quoi. Ils vont forcément. Ouais. Maintenant, je pense pas que YouTube arrivera un jour à rattraper TikTok parce que c'est une app qui est dédiée au contenu vertical, c'est pensé pour ça. Et YouTube, c'est t'as la partie horizontale et la partie verticale, mais c'est deux parties dans le même software entre guillemets. Donc je dirais pas que c'est moins optimisé, mais c'est moins fait pour, quoi. Donc moi je suis persuadé que TikTok va s'améliorer de plus en plus, va se professionnaliser et tous les trucs on va dire un peu plus débiles, danse, quelque chose comme ça. En fait, ça sera jamais écarté. C'est juste que c'est lié à ce que toi tu regardes. Si toi quand il y a une vidéo où on apprend les bases des ISO et des choses comme ça, et tu restes pendant 30 secondes et que t'aimes la vidéo, TikTok va comprendre que c'est ça que t'aimes et du coup il va te montrer que les trucs liés à ça. Donc du coup, il est entraîné pour te montrer que ce que tu as envie. En gros, plus le temps passera, plus l'algorithme va s'affiner. En gros. Exactement. Plus tu passes du temps, toi, en tant que consommateur sur la plateforme, plus il va affiner ce que tu... Ouais, c'est plus il apprend à te connaître, plus il va te proposer d'autres types de contenus qui va te plaire. Encore et de temps en temps, il va tester des choses. Typiquement, tu vas tomber sur une danse, les filles, les machins, et trucs comme ça. Si toi, tu passes du temps là-dessus, il va penser que tu aimes bien ça, donc il va t'en mettre encore plus. Par contre, si tu swipes rapidement, enfin, si tu l'enlèves, il va dire que t'aimes pas. Ça, je t'en mets pas, il t'en mettra plus. Donc en fait, tu vois, c'est un algorithme qui s'entraîne. C'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui détestent TikTok parce qu'ils arrivent dessus. Et quand tu arrives dessus, lui, il te propose tout ce qu'il a en stock. Des trucs que tu n'as pas forcément envie de voir. Exactement. Bah ouais, mais vu que tu es nouveau, il ne sait pas ce que tu as envie. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a une énorme différence entre ceux qui aiment TikTok et ceux qui n'aiment pas. C'est juste que quand ceux qui détestent, ils n'ont pas passé assez de temps pour que l'algorithme comprenne ce qu'ils aiment, quoi, tu vois. Ouais, faut prendre le temps que l'algorithme te connaisse. Voilà, exactement. C'est pas à toi de connaître le réseau social, c'est à lui de te connaître. Et donc après, il y a des gens aussi, ils n'ont pas envie forcément, tu vois, de montrer ce qu'ils aiment, etc. Il y a un côté très privé. Et TikTok est très border là-dessus, tu vois. Ouais, moi le premier, tu vois. Moi, je consomme rien, mais j'y vais juste pour poster et voir les retours des gens maintenant qu'il y en a. Mais ouais, tu vois, en termes de protection de données, TikTok, c'est pas la folie. Ils sont en train de bannir, tu vois, aux États-Unis, ils en parlent en France aussi maintenant là. Avec les députés, les hommes politiques et tout. Donc, tu vois, c'est que ils sont pas hyper clean là-dessus. Donc, il y a beaucoup de gens, en fait, simplement, ils ont pas envie d'aller là-dessus parce qu'ils ont pas envie de donner tu vois, ce qu'ils aiment regarder, ce qu'ils aiment pas, etc. Parce que c'est donner une partie de ta personnalité, quoi. Donc, faut voir le truc, mais bon, plus on va avancer, plus ça va. Ces contenus courts-là vont marcher et pour grossir en tant que nouveau, tu vois, c'est vraiment bon. Allez, pause. Anecdote numéro 1. Tu me disais que tu avais une anecdote. Ouais. Let's go. Alors, une anecdote qui est assez. Je sais pas si c'est marrant, mais en fait, mon premier, quasiment, peut-être pas mon premier, mais mon deuxième ou troisième projet vidéo, c'était une pub à la télé.
Ouais, pression directe. Ouais, alors c'est marrant. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on était plusieurs on avait un espèce de petit collectif en fait où on faisait des vidéos ensemble. Donc c'était au moment où on était en master un peu tous ensemble. On avait chacun nos alternances, chacun nos tafs. On était en cours et on avait créé du coup ce petit collectif là pour faire des vidéos à côté. Donc on avait dû faire un projet, c'était un événement, un truc comme ça, un truc juste on devait filmer. Et je crois que c'est le deuxième ou le troisième. C'est un client qui est venu nous voir en mode, bah voilà, je dois faire une pub à la télé. Est-ce que vous êtes chaud? Donc T'es intimidé un peu? Bah de fou, parce que tu vois, on dit ça, enfin en vrai, enfin c'est pour ça que je trouvais ça drôle, parce que bah, en fait on venait de se lancer là-dedans, on connaissait rien aux caméras, rien au truc, et c'était quelqu'un que pareil, que lui il avait pas besoin d'avoir une qualité de fou quoi. C'est juste que bah il avait un contrat pour une pub télé, il avait besoin de, enfin tu vois c'était un petit spot, hein, c'était pas un truc non plus énorme, mais quand même. Tu Ouais, vois, mais quand même quoi. Déjà quand on dit le mot télé, tu lances juste dans le truc, tu fais waouh. Ok. Du coup c'est trop drôle parce que du coup donc le mec on nous prend en rendez-vous, on va là-bas, on y va à trois déjà, trop bizarre. On est assis sur une table où on est trois, on est trois à lui répondre. Tu sais, on était désorganisés, on savait pas trop quoi dire, quoi faire. Et le mec nous dit pub TV. Bon, enfin, tu vois, genre, forcément, tu fais un peu le mec, donc tu fais ouais, pas de souci, on gère. Alors qu'on on se regardait, genre, qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, du coup, c'était assez drôle parce les réglages étaient pas bons. On avait préparé un storyboard, on avait bossé ça comme des malades. Et du coup, on voit le résultat est pas horrible, mais il est pas non plus incroyable. Ok. Et quand même, tu vois, c'est anecdotique de se dire que bah, c'était un de nos deuxième ou troisième projet vidéo. C'est le plus gros que j'ai fait de ma vie, quoi. Tu vois. C'était t'en as pas fait. Je n'ai jamais refait des trucs comme ça, quoi. Okay. Mais parce que c'était dérisoire. On avait un budget qui était tout petit. Enfin, tu vois, le projet en lui-même était bancal au possible. Mais c'était marrant de l'approche parce que, bah, en fait, très très vite, on a dû se lancer un peu dans le grand bain en mode. Putain, ok, donc là, ça va passer télé. Il y a je sais pas combien de millions de personnes qui vont le voir. Donc, faut que ça soit un minimum organisé. Il faut pas que le focus soit à l'arrache. Enfin, du coup, on a dû un peu se former dans un temps très très court. Bah ouais. Il y a combien de délais à peu près? Je sais plus, je saurais pas te dire. Peut-être qu'on a dû avoir un mois ou un truc comme ça. Ah ouais, c'est très court. Ouais. C'est très très court. Okay. C'est n'importe quoi. Donc on avait l'actrice principale, c'était une pote, c'était une fille de notre classe, quoi. Tu vois, c'était pour dire à tel point c'était bancal. On l'avait même pas payé. Avec les moyens du bord et tout. Tu vois, c'est vraiment rien n'allait. Avec du recul, rien n'allait. Et pourtant, à ce moment-là, on savait rien, on connaissait que dalle. Et pourtant, ça s'est bien passé. Le client était content. On a réussi à le publier à la télé, et bah, c'était sur TF1 et on a envoyé la vidéo à TF1. TF1 a validé parce qu'ils ont plein de réglages précis. Ouais. Ça c'est pareil, on comprenait rien, ils nous demandaient des réglages précis, toutes les normes et tout. On comprenait que dalle, c'était une horreur. Et pourtant, tu vois, tout s'est très très bien passé, tout le monde a été content. Et c'est drôle de se dire que bah, finalement, de temps en temps, tu peux prendre la pression de fou parce que tu as un énorme projet. Et le plus important, c'est que tu essaies de donner le max que tu sais de ce que tu peux faire à l'instant T. Et après, bah, il y a de grandes chances que ça se passe bien, quoi, tu vois. Ouais. Donc, de temps en temps, même quand il y a des gros projets, des gros trucs, il faut essayer pas de se mettre trop de pression, juste de se dire, ok, bah, il y a ça qui arrive. Ouais, essayer d'anticiper toutes les galères que tu pourrais avoir. Ouais, c'est ça, anticiper à mort. Et même, c'est vraiment, je trouve, c'est un travail qui est hyper psychologique de juste se poser, tu vois, de respirer un peu, de se dire, ok, c'est quoi le pire qui peut arriver? Prends le temps. Si le mec a fait appel à toi, c'est que bon, il y a un minimum, tu vois, il a un minimum confiance en ce que tu peux faire. Ouais, bien sûr. Donc tu vois, essayer de redescendre un peu la pression, et c'est ça qui est souvent le plus dur, surtout quand on débute et quand on fait des projets un peu plus ambitieux, tu vois, des projets qu'on n'a jamais fait. Ouais. Tu te mets une pression psychologique qui a pas le dette, quoi. Et c'est le plus gros combat, je trouve, un peu, tu vois, de se poser là-dessus, quoi. Ouais, et puis peut-être le fait de se dire aussi que est-ce que tu es fait pour ça? Est-ce que je suis la bonne personne à qui il a fait appel? Ouais, c'est ça. Ouais, parce que forcément, dans n'importe quel projet, tu te remets toujours en question. Tu dis pourquoi il fait appel à moi. Là, typiquement, nous c'était le plus bel exemple, c'est ça. C'est pourquoi il fait appel à des mecs comme nous pour faire une pub TV, quoi. Ça avait ni qu'une. Enfin, il savait que c'était le début. Il savait, mais je sais pas. C'est un gars qui avait un peu envie de donner, tu vois, donner leur chance un peu aux petits jeunes. Ouais, bah c'est bien aussi. Hein. Vous en êtes sorti finalement. Bah oui, ça a été. Mais c'est pareil, tu vois, dans ce qu'il attendait, il attendait pas une pub. Tu vois, on n'avait pas 50 000 de budget. Ça correspondait à ses attentes, quoi. Exactement. Il voulait un truc tout simple, juste qu'on voit son produit, qu'on voit son truc. Tu vois, c'était très rapide. C'était une pub qui durait quelques secondes et tout, donc ça allait assez vite. Mais tu vois, c'était vraiment un travail psychologique de se dire. Ok, pourquoi il fait appel à nous? Ok, bon, maintenant c'est fait. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que tout se passe bien, tu vois? C'était un vrai travail. Ouais, tu m'étonnes. Et avec du recul, est-ce que tu aurais fait les choses un peu différemment ou Alors évidemment, parce que du coup, il y avait plein de trucs qu'on faisait mal en termes de contrat. Tu vois, je te dis, l'actrice qu'on avait, c'était une pote. Il y avait rien de signé. Tu vois, c'était mal organisé. Maintenant, c'était le truc le plus formateur parce qu'on a fait un peu des erreurs là-dessus qui nous ont pas coûté cher, mais on a fait des erreurs qu'on n'a plus jamais refait derrière. D'accord. Et tu vois, dès le projet qui a suivi, on s'est dit ok, on fait pas ça. Tu vois, donc c'est le fait de
Enfin, tu vois, surtout quand on débute, ça sera jamais parfait. Dans tous les cas, tous Non. les projets qu'on fait, que tu as Puis fait, ça que j'ai peut- fait, c'est pas parfait. Quoi. forcément utile pour l'avenir. Exactement. Et Donc, ça, c'est des choses que tu n'apprendras jamais, ni en école, ni en formation, ni où tu es obligé de tester. Grave. Et c'est en testant que tu vas dire, ah putain, bah merde, faut peut-être pas que je fasse ça. Bah ouais, parce que t'as beau avoir toutes les connaissances du monde, connaître tes boîtiers, tout ça par cœur. Le moindre imprévu qui peut arriver sur un tournage, si jamais t'as jamais fait de tournage, bah là t'es largué quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et Et puis ça, de toute façon, ça arrivera toujours. Et encore, en fait, plus tu avances, plus tu limites ces erreurs-là. Ouais. Mais ça arrive toujours. Ouais, c'est clair. Tu as Ah ouais, toujours des toujours. erreurs, tu as toujours des bugs, tu as toujours des problèmes de je sais pas quoi. Tu essayes d'être le plus prévoyant possible. Ouais. Mais Il y a toujours un truc qui il y a vient nous toujours un truc rappeler qui que va- non, on n'est pas ultra Non. prévoyant finalement. il manque ça. Du coup, on va revenir un petit peu sur YouTube. Comment s'est passée un peu l'évolution de ta chaîne en termes de croissance par rapport à tes débuts? Est-ce que ça a été progressif, exponentiel, montagne russe? C'était comment? Alors, il y a une phrase qu'on m'avait dit quand j'ai débuté et que j'ai gardé un peu en tête tout le temps, c'est que le plus dur dans une chaîne YouTube, pour moi en tout cas, c'est les 1000 premiers abonnés. C'est le plus dur parce que c'est la traversée du désert, tu sais pas trop ce que tu fais, tu tentes des choses qui marchent pas forcément et du coup c'est souvent le plus long. Une fois que tu atteins ce palier-là de 1000 abonnés, ensuite tu vois ça fait un peu effet boule de neige, ça va de plus tu avances, plus tu es légitime aux yeux des gens. Et du coup ces 1000 premiers abonnés ont été pas très longs, mais en fait quand je me suis lancé sur YouTube, j'ai fait la très grosse bêtise de me fixer une deadline. Avant d'atteindre tes 1000 abonnés. Exactement, je me suis dit d'accord. tu as 6 mois pour avoir tes 1000 abonnés. Ah ouais, Si je le fais pas, j'arrête YouTube. C'était ce que je m'étais dit. Tu vois, au c'est lancement. vrai. Ok. La pire erreur à faire. Parce qu'en fait, le nombre d'abonnés, c'est quelque chose qu'on n'est pas dépendant. Ça Bah vient non, pas de c'est notre ça. sort. C'est pas toi qui te crée des faux comptes Ouais. et qui va t'abonner 1000 fois Exactement. quoi. Si, je l'ai fait. Non. Mais du coup, c'est la pire erreur parce que du coup, tu te mets une pression sur, tu vois, sur quelque chose que tu maîtrises pas. Mm. Et vaut mieux se mettre un objectif en mode, ok, je me lève 6 mois et je fais, je sais pas, 10, 15, 20 vidéos, j'en sais rien, ou moins, tu vois. Mais de se fixer un truc que toi, tu maîtrises. Et ensuite, après, le nombre d'abonnés, c'est du bonus. Ouais, ça vient pas. Au Exactement. moins, toi, t'auras donné Ouais, ton maximum. ouais. Quoi. Et du coup, moi, je me souviens que ces 6 premiers mois-là, j'étais omnibulé par le nombre d'abonnés que j'avais. Ah ouais. Ouais, je regardais tout le temps. Je regardais tout le temps les analyses, machin. Et du coup, je me suis bouffé le crâne à manger de l'analytics pour comprendre qu'est-ce qui fait que les gens partaient, qu'est-ce qu'ils aimaient pas, pourquoi là j'avais des Ah ouais, pouces parce que tu peux voir aussi avec les secondes Ouais, dans les c'était vidéos, horrible. quand les gens, au bout de 3 minutes, ils lâchent. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, c'est horrible. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est pour moi, Ah ouais, t'étais à ça. Ouais, il c'était à ce point-là. n'y a pas plus anxiogène de checker ses stats tout le temps. Ah, tu vois. m'étonnes. Ouais, Écoute, tu checkes un peu tes stats et tout, pas non, trop. Ouais. non. Bon, en fait, moi, c'est l'inverse de toi. Au début, je m'en foutais. Mais alors vraiment, tu vois, je faisais des vidéos pour les personnes qui ont envie de voir ces vidéos. Typiquement pour moi, pour le mois d'avant, tu vois. Ouais. J'apprenais un truc, j'étais trop content de l'avoir appris, je le partage aux autres. Ouais. Tu vois, exactement ça. Je suivais pas ma progression, ça a été lent, mais alors lent. Ouais. Genre, je suis passé de 100 à 1000 en, je sais pas, peut-être 1 an et demi. Ouais. Donc c'était lent, hein, tu vois. C'est pas Mais que c'est j'avais- lent. Je veux dire, tu vois, t'as pas de. Mais c'était mon Il rythme n'y a à pas de moi. courbe, oui, c'est ça. Voilà. Il n'y a pas de courbe de. Enfin, chacun, tu vois, Voilà. c'est la même évolution. Et c'est Ouais, pour ça que moi, c'était une courbe comme ça. Bon, pour ceux qui regardent le podcast, c'est un petit peu au-dessus de la table. Et pour ceux qui écoutent, je monte pas mon portrait très haut. Mais en gros, c'était pas une grosse courbe. Mais après, ouais, j'ai pas non plus énormément d'abonnés ou quoi. Ouais. Mais je constate quand même une évolution. Ouais. Et comme tu dis, l'effet boule de neige, quand on a plus, t'es un peu plus légitime parce que les gens, ce qu'ils voient, mine de rien, c'est le nombre d'abonnés Ouais, que t'as. regarde, ouais. Quand tu parles d'un sujet, ils se disent ok, combien il a d'abonnés? Ah ok, il est légitime. Celui-là, il l'est moins parce qu'il en a moins, alors que c'est totalement con, ils disent Ouais. la même chose. Ouais. Mais ouais, l'état d'esprit, c'est ça en fait. Exactement. Donc l'effet boule de neige, il se crée à partir de ce moment-là. Ouais, alors il y a des chaînes qui se créent un peu à plus. Enfin, tu vois, la boule de neige arrive un peu plus tard, d'autres un peu avant, Ouais, etc. voilà. Mais quand tu passes ce palier-là, je m'en souviens encore comme si c'était hier, de passer ce truc-là et de me dire. Enfin, tu sais, c'était comme un espèce de soulagement en mode ce palier-là est passé. Et je me rends compte en fait avec le temps que les pires. Enfin, tu vois, pour être transparent, j'ai détesté mes premiers 6 mois sur YouTube, quoi. Tu vois, je me filmais, je détestais ça. Je me forçais et tout. Enfin, tu vois, j'étais vraiment. Ah ouais, parce que toi, tu avais vraiment cet objectif-là Ouais. en tête, En fait, mode ok, ce que je fais là, ça me plaît pas. Ouais. Mais je veux cet objectif-là qui dépend pas de moi. Ouais, et puis c'était surtout de me dire, ok, tu donnes tout ce que tu peux, tu vois, pour pas avoir de regrets. Tu vois, ça a toujours été un peu mon délire de se dire, vas-y, tu te donnes un peu à fond, et puis après, enfin, tu vois, j'avais pas envie d'arrêter quelque chose si j'avais pas poussé un peu le truc à fond. Ok. Donc même si j'aimais pas me filmer, j'étais pas du tout à l'aise caméra. Ouais, je pense me que tout le monde retrouvais- au oui, début. oui. Hein. Oui, c'est sûr, mais tu vois, il y en a qui sont plus à l'aise que d'autres. Ouais, bien sûr. Enfin, du coup, je me suis vraiment pourri un peu la vie là-dessus, et plus j'ai avancé. Et plus j'avance encore aujourd'hui, moins, enfin tu vois, plus je me sens bien, plus je suis bien dans mes pompes, plus je m'en tape un peu des stats. Enfin tu vois, c'est. Ouais, c'est ça.
tu laisses un peu le truc couler, quoi, tu vois. Ouais, bah c'est clairement ça. Et puis même le fait d'avoir des caméras tout le temps pointées sur nous, bah, au final, on s'habitue. Ouais, Tu vois. tu On Ouais. redevient nous-mêmes. Parce Ouais. qu'en fait, au début, j'ai l'impression qu'on perd un petit peu une forme de notre personnalité parce qu'on veut essayer d'être le plus lisse, le plus neutre possible devant la caméra. Sauf que bah, on lâche notre personnalité, mais elle nous rattrape au bout d'un Ouais, c'est moment. ça. Ouais. Et quand tu as un petit peu de vécu, de passif sur YouTube ou même, peu importe le réseau hein, d'ailleurs, mais avec une caméra, bah, ça devient Oui. naturel. Quoi. Ouais, c'est ça. Là, il y a 3 caméras devant nous. Tranquille. C'est pas grave, Ça hein, va. on s'en fout. Hein. Ouais. Non, mais Mais, c'est vrai. C'est vrai. Et puis c'est surtout que, tu vois, je pense qu'au début, j'avais tellement tous les mecs qui réussissaient sur YouTube francophone et je voyais pourquoi ils fonctionnaient. Tu te comparais à eux? Ouais, à mort. Ah ouais. Pire truc à faire, ça aussi. Le pire truc quand tu te lances sur n'importe quel projet, c'est de se comparer aux autres parce que tu n'auras jamais la même évolution que ces gens-là. C'est Donc impossible. se comparer, fixer des deadlines. Ouais, voilà. C'est un no-go, quoi. On Ok. dit non. Et du coup, tu vois, le fait de me comparer, bah, je voyais les gens qui marchaient et du coup, j'essayais de reproduire un peu ce qu'ils faisaient. Ah. Pire truc aussi à faire parce que du coup, c'était pas ma personnalité, c'était la personnalité de quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est pour ça aussi que je me sentais pas bien parce que j'ai l'impression d'être un imposteur un peu. Ouais, ouais, fraude. Une ouais. fraude, Ouais, une ok. merde. Donc, du coup, Ah, ouais, je vois totalement. c'était pas fou. Et en fait, mais ça, c'est normal parce que tu vois, comment on dit, tu manques d'assurance. Donc, du coup, tu te réfugies dans un masque, dans un truc que t'es pas parce que t'as pas envie de te livrer, parce que t'as peur de te faire tacler. Ouais, une sorte de confort ou de. Enfin, pas de confort, mais ouais, de bouclier Ouais, c'est ça, parce que- derrière lequel tu veux cacher parce quelque que chose. le plus dur quand tu te lances sur YouTube ou sur un réseau, quoi que ce soit, c'est de te livrer ta personne, que tu te fasses attaquer sur qui tu es. Et en fait, on se rend compte que plus tu le fais, plus tu livres ta personne, moins tu prends des attaques là-dessus, parce que les gens aiment ça, aiment l'honnêteté, aiment la personnalité, aiment, tu vois, Bah, bien sûr. l'humain, quoi. Ouais, bah c'est la raison numéro 1 pour laquelle les gens s'abonnent aux chaînes, je pense aussi. Oui. Et enfin, plus la raison numéro 1 pour laquelle les gens restent sur les chaînes. Ouais, Ils c'est ça. s'abonnent peut-être pour un truc, mais ce qui fait que les gens vont rester sur des chaînes, bah, c'est la personnalité des gens. Et c'est pas pour rien que ces chaînes-là augmentent, tu vois. Ouais. Parce que la personnalité plaît aux gens, la manière qu'ils ont de présenter, ça plaît, tout ça. Les gens, ils continuent, ils aiment ça. Ouais, c'est Et ça. plus les gens sont eux-mêmes en présentant des vidéos, Plus ça marche. plus ça va fonctionner. Ouais. Parce que bah, y aura plus de barrières. C'est comme si on parlait à un pote. Ou, moi, j'ai toujours vécu ça comme ça, en fait. Enfin, petit à petit, au départ, non, mais je l'ai développé après petit à petit. J'ai toujours vu la caméra comme un pote Ok. auquel je parlais. Et t'as réussi, enfin, tu vois, Et ça m'a aidé de ouf. Ah ouais, ok. Ah, Ça m'a aidé de ouf. Au départ, je parlais. Déjà, je criais devant la caméra. Je sais pas pourquoi. Bonjour à tous. Mais c'était trop ça. Ouais. Je criais Ouais. alors qu'il y avait personne. Hein. J'étais dans une petite Ouais, bah, pièce ouais, de c'est 10 ça. mètres Ouais, carrés. souvent, Mais quand tu filmes, tu parles plus fort. ouais, je gueulais parce que je savais pas régler mon gain de micro déjà. Ouais. Non, mais enfin, c'est plein d'erreurs. Et puis, au final, ouais, essayer de retrouver notre personnalité qu'on Ouais, c'est a ça. un peu perdu parce qu'on est intimidé aussi. Hein. Ouais, bah oui, c'est ça. C'est une histoire de confiance. Et en fait, plus tu en fais, plus tu prends confiance en toi. Et en fait, les gens t'aident à prendre confiance parce que du coup, ils te remercient pour le contenu que tu fais. Mm. Ils aiment bien. Et du coup, ça te booste. Dès chaque commentaire, chaque truc, tu te dis putain, il aime bien, il aime bien, il aime bien. Jusqu'au moment où tu commences à avoir tes premiers commentaires négatifs. Ouais. Et ce qui est horrible, c'est que du coup, tu vas avoir 20, 30 commentaires en tout qui sont hyper positifs. Ouais, tu vas retenir que le négatif. Exactement. T'en Comment as tu l'as un- vécu, toi, ça? je m'en souviens, ça m'a mis une grosse claque parce que une des vidéos enfin, j'ai fait pas un bad buzz, tu vois, mais j'ai copié un peu le style de Daniel Schiffer à l'époque, Ouais, tu vois, ok, qui faisait pas ouais. mal de vidéos, et j'avais fait une vidéo un peu dans le style qu'il faisait sur une pizza. Donc j'avais vraiment repris pas mal de ses concepts, etc., et qui n'était pas non plus hyper assumé, tu vois, je l'avais pas dit ouvertement. Ok. Et je m'en souviens de me faire déglinguer parce qu'à l'époque, pour me faire connaître, je publiais énormément de mes vidéos sur les groupes. Et du coup, ce qui est horrible, c'est que les groupes, bah, ils te connaissent pas, donc ils sont tranchants, quoi. Genre Ça des te- groupes Facebook. Ouais, des groupe trucs Facebook, comme ça. ouais, Ah, ok. ouais. Bah, tu vois, pour que les gens découvrent le travail, etc. Et je me faisais tacler de chez tacler. Et je me rappelle aussi très très bien de cette vidéo-là où j'avais mal géré, donc c'était de ma faute. Et je me suis fait pourrir la tronche. Ok. Et je m'en souviens que ça m'a mis dans le mal. Enfin, tu vois, j'ai vraiment, ça m'a C'est touché. genre une avalanche de commentaires négatifs. Ouais, ou, en mode, bah, tu te prends pour qui, quoi? T'as pas de personnalité. Enfin, tu vois, vraiment des trucs. Ah ouais. Et en fait, je pense que ça m'a énormément touché parce que c'était vrai. Tu vois, j'avais essayé de D'accord. faire un style qui n'était pas le mien, de ressembler à quelqu'un qui j'étais pas. Et du coup, il touchait un truc qui était vrai. Donc là, grosse prise de conscience. Et du coup, bah, grosse claque que sur le coup, j'ai pas compris. Je me suis dit, enfin, tu vois, je me suis renfermé en mode, ok, j'arrête YouTube, machin. Et après, très vite, tu te dis, attends, pourquoi il dit ça? S'il y en a que un qui dit ça, c'est que c'est un rageux. Bon, ça arrive. S'il y en a aura tout le plusieurs, temps. c'est qu'il y a quelque S'il y en a chose. plusieurs, c'est qu'il y a quelque chose. Et surtout quand c'est construit, tu vois, quand il y a une vraie réflexion derrière et pas juste, t'as copié. Mais quand on a plein qui te disent ça, bon, tu commences un peu à réfléchir. Et donc, ouais, ça a été un peu aussi la prise de conscience. Je me suis rendu compte à ce moment-là que les gens qui te suivent et ceux qui s'abonnent, ils veulent du toi, ils veulent pas de quelqu'un d'autre. Et s'ils veulent pas de toi, et ben ils s'abonnent pas et ils vont voir une autre chaîne. Ouais, et ça, ouais, ouais. ça c'est normal, on peut pas plaire à tout Ah, le monde. faut l'accepter, c'est Il y clair. a aucun souci. Ah ouais.
Mais juste le fait de prendre conscience de ça, il faut essayer de le prendre conscience le plus tôt possible. D'essayer d'être le plus naturel, c'est le truc le plus dur face caméra, surtout au début, d'être naturel, d'avoir ta personnalité qui ressort, etc. Mais plus vite vous y mettez, plus vite ça sera entre guillemets facile pour avancer, quoi. Ouais. Moi j'ai mis à peu près un an et demi. Tu vois, en gros, entre mes 100 et mes 1000 abonnés, c'est à peu près le temps que j'ai pris pour retrouver, enfin pour donner ma personnalité à mes vidéos. Ouais. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, il y a peut-être aussi l'effet boule de neige qui rentre en compte, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'on soit plus en confiance et que clairement, quand on propose nos vidéos, on est plus naturel, plus nous-mêmes et les gens kiffent plus, quoi, tout simplement. C'est pour ça que ça suit le nombre d'abonnés, en fait. C'est drôle, mais quand tu vois, plus tu commences à être à l'aise, plus les abonnés suivent. Ouais. C'est hyper corrélé et c'est hyper important de le comprendre, et ça c'est pas facile à l'entendre et à l'accepter quand tu démarres là-dessus, quoi. Ouais, c'est clair. C'est de l'expérimentation aussi. Au départ, c'est compliqué de devoir être soi-même devant une caméra alors qu'on n'a pas du tout l'habitude d'en avoir une ou de parler à une caméra. Enfin, c'est un objet, quoi, quand même. Ouais, clairement. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est important de garder, tu vois, de forcer. Il y en a beaucoup qui me disent, ouais, j'ai tenté de me filmer, j'ai fait 1 ou 2 vidéos, j'ai arrêté. Mais il y a personne sur Terre qui s'est filmé 1 ou 2 vidéos, qui a dit, oh, j'adore ça, je vais continuer, quoi. Tout le monde a détesté ça, et que ça, enfin, tout le monde, on va dire, il y a des niveaux forcément. Mais en général, les gens sont pas le plus à l'aise possible, mais plus tu avances, plus tu es à l'aise, etc. Donc il faut vraiment essayer de pas forcer, mais il faut pousser le truc jusqu'au bout. Ouais, c'est un exercice qui est très compliqué. Faire plusieurs vidéos, et puis au final, ça permet de découvrir énormément de choses sur soi-même. Ouais. Moi, j'ai découvert énormément de choses sur moi en me filmant que je soupçonnais pas du tout avant, et si jamais j'avais pas fait ça, je sais pas du tout comment ma personnalité serait aujourd'hui, mais ça m'a débloqué un truc. Maintenant, j'ai honte de rien, tu vois. Ouais, c'est sur l'acceptation de soi. Ouais, voilà, montrer qui on est vraiment, savoir en parler, savoir le montrer aux gens. Ouais. Je sais pas, c'est un reflet de notre personnalité qui est hyper important et sur lequel il faut travailler. Et le plus vite tu y arrives, je pense que le plus rapidement tu arriveras à avoir une croissance. Puis ça t'aide aussi, tu vois, sur ta diction, sur ta manière de parler avec tes mains, etc. Tu vois, le fait de se mettre de face à une caméra, c'est tellement plus dur que de parler à quelqu'un. Ouais, c'est un peu école de commerce où tu fais de la communication, quoi. Bonjour. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est un peu ça. C'est apprendre à parler devant une audience, même si elle est virtuelle, elle est pas physique, mais on sait quand même que ce qu'on dit, genre là, je suis en train de parler, je sais que ce que je dis, c'est écouté en ce moment par des personnes. Bonjour à tous. Si vous êtes... mais ouais, du coup, c'est... Je sais plus où je voulais en venir dans tout ça. C'est tu vois, sur la diction, sur ces choses-là. Et c'est intéressant, c'est que plus tu avances, plus tu es à l'aise avec, quoi. Ouais. Et plus, du coup, les gens le ressentent et continuent un peu à te suivre. Et moi, tu vois, il y a eu la boule de neige jusqu'à 1000 abonnés. Jusqu'à les 10 000, ça a été un peu... tu vois, ça a augmenté tranquille. Et moi, c'est aux 10 000 abonnés où vraiment j'ai vu un palier. Tu vois. On parlait de palier tout à l'heure, d'évolution, etc. C'est à partir de 10 000 abonnés où j'ai compris que je commençais un peu à avoir une... je sais pas une audience, mais j'avais une voix, quoi. Tu vois, les gens écoutaient un peu ce que je leur disais. D'accord. Une influence, c'était une micro-influence, mais les gens écoutaient un peu ce que je leur disais. Ouais, ils te faisaient te sentir légitime dans ce que tu disais. Et même moi, en fait, je me sentais plus légitime parce que à mes 1000 abonnés, je faisais des petites recherches de vidéos, mais pas plus que poussées. Alors que quand je suis arrivé à 10 000, c'était beaucoup plus travaillé. Je faisais gaffe à ce que je disais. D'accord. Parce que je savais que si je disais, entre guillemets, de la merde, ça pouvait me retomber dessus, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, tu te dis, ok, potentiellement, il y a tant de gens qui peuvent écouter mes vidéos, peut-être même plus, parce qu'il y a des gens qui regardent sans être abonnés. Abonnez-vous, d'ailleurs. Ouais, abonnez-vous. Et ouais, le fait de savoir ça, tu fais plus gaffe à ce que tu dis déjà. Ouais. Tandis que quand tu as 100 abonnés, tu te dis, c'est pas grave, personne va regarder. Alors que peut-être non, c'est peut-être pas forcément la bonne manière de... Exactement. Faut être pareil tout le temps. Ouais, c'est ça. Je pense. Parce que moi, ce que je dis, depuis le jour 1 de ma première vidéo, je dis toujours, faut que j'essaie de faire la meilleure vidéo possible à l'instant T, tu vois. J'essaie de tout donner. Alors, je dis pas passer 6 jours dessus. Je dis juste que dans le temps qui m'est imparti, si je me dis, ok, je bosse sur une vidéo pendant 1 jour, je donne le max. Et une fois que c'est passé, j'arrête. Ouais, c'est le meilleur de toi-même à l'instant T. Exactement. Parce que dans tous les cas, dans 6 mois, tu pourrais faire quelque chose de mieux. Mais à l'heure actuelle... on n'est pas dans 6 mois, on est là. Voilà, c'est ça. Donc, il faut donner ce que tu peux au maximum pour pas avoir de regrets. Dans tous les cas, tu auras évolué d'ici là. Ouais. Mais au moins, essayer de donner un max et pas de faire ça un peu à la moitié ou à l'arrache. Parce que c'est les vidéos que tu fais là maintenant, peut-être que c'est ces vidéos-là qui vont marcher dans 3-4 mois ou j'en sais rien, quoi. Ouais. Moi, il y a une vidéo que j'ai faite il y a plus de 2 ans où j'avais une diction horrible, je gueulais, et c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne. Ah ouais. Tu vois. Et est-ce que tu la regardes et tout, tu vois, je l'ai regardée parce que c'est un tuto et je savais plus comment on faisait.
Quand tu commences à te former sur des trucs, ça c'est trop bien. Je m'auto-forme sur des trucs. Ouais. Non, ça faisait plus de 2 ans que j'avais pas fait ce truc-là et ouais, je l'ai regardé. Enfin bref. Enfin, ça te cringe pas non, tu peux Non, parce que je sais exactement le timecode où il faut que j'aille pour pas. Parce que moi je suis incapable de. Enfin, tu vois, quand je regarde mes vidéos, mes premières vidéos, c'est horrible quand j'ai envie de taper l'écran. Enfin, tu sais, le fait de se regarder à l'époque, de comment tu parles. Après, tu vois, ça prouve aussi l'évolution. Ouais. Tu as ton propre regard sur toi-même. On est notre pire autocritique, on l'a dit tout à l'heure. Mais là, encore plus, tu te dis, ok, ah ouais, là, j'en étais là à ce moment-là, ouais, c'est chaud et tout. Maintenant, il faut vraiment que je progresse. Enfin, même pas, faut que je progresse. Faut que j'arrive à continuer dans ma lancée. Quoi. Exactement, ouais. Je vois où j'en suis aujourd'hui par rapport où j'en étais il y a 6 mois. J'ai constaté une évolution. Si toi, tu le remarques sur toi-même, c'est énorme. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est drôle, c'est que là, ce qu'on est en train de faire, le podcast, la vidéo, on regarde ça dans 2 ans, on se dit, putain, c'était pas c'est qui ces deux gugus qui ont déplacé cette table on aurait pu dire mieux. C'est ça que je trouve trop bien, c'est de te dire que là, tu dis des choses, tu fais des choses. Dans 2 ans, tu pourras faire mieux, mais au moins, tu auras tout donné à ce moment-là. Quoi, exact. Donc du coup, on parlait d'évolution YouTube. Ah oui, ouais. Du coup, ça veut dire monétisation. Ouais. Ça veut dire premier partenariat. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu une stratégie au départ? Est-ce que tu peux, si tu as le droit, nous parler de tes premiers sponsors? Alors, tu vois, justement, là, on parlait d'évolution. Quand je te parlais des 10 000 abonnés, où je commençais à avoir une assise, un peu, entre guillemets, un peu plus, et ben en fait, j'ai aussi senti parce que les marques ont commencé à m'approcher à ce moment-là. C'est elles qui te contactaient? Ouais. Est-ce que toi, tu faisais du démarchage? Un gros forceur. Boum, boum. Non, mais c'est important de le dire parce qu'il y a des gens, on ne sait pas à partir de combien d'abonnés on peut se sentir légitime auprès des marques, parce que y a potentiellement des gens qui ont plus d'abonnés que moi ou peut-être moins que moi, enfin peu importe le nombre d'abonnés que vous avez, mais c'est enfin tu vas en parler, mais l'approche que tu peux avoir, elle dépend pas forcément que des abonnés. Complètement, et de plus en plus, c'est pas dire ce que je veux dire, les marques le voient quand même, mais ils vont regarder, mais justement, ils regardent de moins en moins le nombre d'abonnés et plutôt l'engagement que tu peux avoir. Voilà. C'est-à-dire que tu as des mecs qui ont des 1000 abonnés et qui font pas mal de commentaires ou juste tu vois, leur vidéo marche bien, pas en termes de nombre de vues, mais juste les gens, tu vois, c'est beaucoup les commentaires. En fait, on se rend compte que les marques regardent pas mal ça, parce que c'est le vrai retour de ce que pensent les gens de la vidéo. C'est l'engagement que les gens ont. Et l'engagement, c'est une des métriques les plus importantes. Pas pour les marques qui connaissent pas grand chose au réseau et qui arrivent sur la plateforme, mais tous ceux qui sont un minimum implantés, l'engagement c'est le truc premier, quoi, tu vois. Et donc faut pas se dire ok, à partir de tant de nombre d'abonnés je peux commencer à démarcher. Pour moi, au plus tôt mieux c'est. Pour moi, même à partir une fois que tu as dépassé pour moi le palier des 1000, tu es légitime. Donc c'est là où tu peux commencer à envoyer des messages à des marques et pas forcément à demander, tu vois, des partenariats rémunérés, mais juste moi ce que je faisais au début, c'est que je leur demandais de me donner des accès à leur site gratuitement, tu vois, en échange que je fasse une vidéo dessus, en échange que je parle d'eux, en échange que je mette des liens dans ma description, tu vois. Et ça, pour une marque, elle a rien à perdre si elle fait ça. Bah non, parce qu'elle te donne elle donne son logiciel gratuit, et toi tu fais de la pub entre guillemets gratuitement. Donc ça, pour démarrer dans le monde pas de l'influence, mais de la micro-influence et tu vois, des partenariats, c'est hyper intéressant. Ça te permet de mettre un pied chez une marque, quoi, tu vois. Ouais, et puis ça permet aussi déjà d'une part de te faire connaître dans la marque, comme tu viens de le dire, mais aussi de te rendre compte à quel point ton influence, je mets des guillemets pour ceux qui nous écoutent, mais ton influence peut être impactante. Ouais. Parce que si jamais tu as une communauté où genre tu as 1000 abonnés mais que personne te suit réellement, bah là ça va être un flop. Mais si tu as 1000 abonnés et que tu en as 900 qui regardent assidûment tes vidéos, bah là tu peux être sûr que tu vas avoir un taux de conversion derrière, quoi. Et ça c'est un peu le truc qu'on comprend un peu mal quand on est sur YouTube ou quand on se lance dans les réseaux, c'est qu'on est beaucoup lié au nombre d'abonnés. Et en fait, les marques, elles, c'est pas trop ce qu'elles regardent. Elles regardent ça forcément, ça joue. Mais la réalité, c'est que les marques qui veulent bosser avec toi sur le long terme, c'est pas du tout ce qu'elles vont regarder. Elles vont plus regarder l'engagement, comment les gens réagissent, ce que tu disais. Donc ça, faut le garder en tête, que faut pas être omnibulé par un nombre, mais plutôt par la qualité de l'audience qui vous suit. Ouais, c'est ça. Ça, c'est plus important. Et du coup, tu vois, alors moi, tu vois, typiquement, je sais que j'ai commencé à avoir mes premiers contrats rémunérés autour des 10 000 abonnés. Donc tu vois, c'était avec des services que je mettais en lien, donc je parlais de ça d'1 minute dans mes vidéos, des trucs comme ça. Je m'en souviens d'ailleurs, les premiers, tu vois, c'était un kiff, parce que tu te dis, t'es payé pour dire ça, toi tu te prends pour je sais pas qui, c'est drôle. Mais tu vois, j'ai des potes qui étaient beaucoup plus petits, qui avaient des 2-3 000 abonnés et qui étaient aussi rémunérés par des marques pour parler de certaines choses, tu vois. D'accord, okay. Donc tu vois, c'était pas du tout, alors que moi j'ai commencé à 10 000, eux ont commencé à 1 500, à 2 000. Donc c'était pas une histoire de nombre, mais bien plus une histoire d'engagement. Donc, parce que toi, tu te prenais des noms, tu disais que tu démarchais beaucoup, mais tu te prenais des noms auprès des marques ou même des noms-réponses. Je prenais des vues.
C'était ça, ouais, je Ça, les c'est vues. pire Parce qu'un que, don, quoi. ouais, bah, oui, après, c'est le jeu, mais tu vois, t'en envoies 10, t'en as peut-être 2 qui vont te répondre. Ok. Sauf que dans les 2 qui vont te répondre, bah, tu vois, tu vas peut-être nouer un truc avec eux. Et plus tu avances, c'est les marques qui te contactent, ça forcément. Mais il faut pas avoir peur justement de contacter les marques, juste de dire bah voilà ce que je fais. Tu en as de plus en plus aussi qui font confiance aux plus petits entre guillemets. Ouais, parce qu'en fait, ils vont s'adresser à une audience qui est peut-être moins experte Ouais. Oui. et Ouais. potentiellement peut-être plus de. Moi, je vois ça comme ça. Quand tu te lances dans la vidéo, tu as besoin d'acheter du matos. Et quand tu es déjà bien implanté, tu as déjà plein de matos. Donc, tu n'as Ouais. pas forcément besoin Enfin, si, forcément, parce qu'ils vont toucher une plus grosse audience, ceux qui ont plus d'abonnés. Mais les plus petits créateurs vont s'adresser à des gens qui sont Ouais, au même soit endroit. débutants, soit Ouais, je novices, suis d'accord. soit semi-pro, tu vois, Ouais, je mais suis qui ont besoin d'augmenter un petit peu leur arsenal de matos. Et c'est eux qui consomment le plus au final. Ouais. Ceux qui sont pros déjà depuis X temps, bah, ils n'ont pas forcément besoin, ou alors ils savent déjà où acheter. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, bah, c'est vrai, c'est le typique, c'est le terme de la micro-influence. En fait, Ouais. les marques s'y mettent de plus en plus Mm. parce qu'on se rend compte que quelqu'un qui a que 100 abonnés va être beaucoup plus influent que quelqu'un qui en a 10 000 sur un sujet qui est très précis. Mm. Tant que la cible correspond justement au créateur, quoi. Ouais, voilà. Bah, ça, Et- c'est le travail aussi de la marque et Oui, du créateur en oui, de termes choisir. d'approche aussi. Oui, mais je suis d'accord avec toi qu'en fait, les gens qui sont plus débutants intermédiaires, ils s'identifient beaucoup plus à des gens de leur niveau. C'est pour ça que moi, j'essaie de faire vraiment attention parce que bah, là, tu vois, j'ai de plus en plus de matos. Je fais des vidéos, je fais de plus en plus attention à mes vidéos, mais j'essaie toujours de me rappeler l'audience à qui je m'adresse. Ouais. Et du coup, dans la qualité de mes contenus, j'essaye, tu vois, demain, dans mon évolution à l'heure actuelle, j'aimerais beaucoup avoir des caméras cinéma. Ça va dans l'évolution de De ce la que qualité des contenus, etc. Ouais, et puis de ce que tu fais aussi. Exactement. Et sauf que, bah, en fait, je me rends compte qu'il faut, c'est pas la bonne direction parce que si je fais ça, je vais être en décalage avec mon audience, qui est plus débutant, intermédiaire, voire semi-pro. Tu vois. Bah, tu vas en perdre. Enfin, c'est pas que je veux pas en perdre, Enfin, c'est juste c'est que le que- discours va être différent. Donc, j'ai envie toujours de rester connecté avec les gens qui me suivent pour leur proposer, pour leur proposer, pour leur proposer bah, tu vois, les choses les plus intéressantes pour eux, quoi. Tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est hyper intéressant. Donc là, j'ai recruté 2 personnes. C'est des gens qui sont un peu pas débutants, mais tu vois, qui sont dans ce level-là, et j'écoute énormément ce qu'ils disent parce que eux sont de ce Ah, style-là. parce Donc, que toi, tu évolues plus rapidement. En Bah, gros, que. Enfin, toi, c'est juste que j'ai évolué. En fait, T'as déjà évolué Ouais. et eux sont encore dans la phase d'évolution. Ouais, c'est ça. Ok. J'ai évolué. Alors, je suis encore très loin d'être un expert. Hein. Je dis pas ça, mais forcément, après avoir fait 2-3 ans de vidéos toutes les semaines, à bouger, etc., tu progresses, Ouais, ce qui est t'as un normal. peu de backup, quoi. Et donc, l'idée, c'est d'essayer juste de parler à ton audience comme si tu étais un débutant, dans les mots que tu emploies, dans les termes, dans l'approche, etc., pour que les gens comprennent. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire. Je sais pas Ouais. si je le fais bien ou en tout cas, j'essaie un maximum de faire attention à ça. C'est un peu la strat, quoi. Ouais, c'est hyper important. Ouais. Si, après, ouais, j'avais fait une vidéo d'ailleurs, je crois, il y a un petit moment où je disais à peu près combien je gagnais quand j'avais 10 000 abonnés. Ok. Donc, tu vois, c'est une vidéo qui est toujours sur ma chaîne où justement je parle un peu tu vois, des différentes sources de revenus, que ce soit de l'affiliation, de partenariat. J'avais sorti aussi des petits, tu vois, un pack de lus, des choses comme ça. Et en fait, enfin, tu vois, assez rapidement, je pense qu'après un an et demi, je commençais déjà. Après un an, je commençais à avoir une source de revenus qui devenait assez intéressant, quoi. Ok. J'étais autour des 1 000 euros après un an à peu près. Tu vois, je dis ça, mais en mode tout mélangé, quoi. Ouais. Donc c'était pas Aussi bien affiliation que Ouais. revenu YouTube. Ouais, c'est ça. Les partenariats, ça arrivait beaucoup plus tard. Donc là, je parlais vraiment, enfin, tu vois, les petites choses. Donc c'était par rapport aux frais que ça engendre tu vois, de faire des vidéos, rien. c'était pas assez pour vivre. Ouais. Mais déjà, en fait, c'est à ce moment-là aussi, je me disais, oh là, il y a un truc à jouer, tu vois. Je me disais, ok, avec ce niveau d'abonnés, je gagne tant. Si je fais x2, x3, est-ce que ça va suivre ou pas, etc. Donc c'est là où j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus à l'aspect, tu vois, comment je pourrais en vivre, comment je peux avancer pour essayer d'apporter aux gens et aussi d'en vivre de mon côté. Et c'est là où tu développes, enfin tu vois, tu rentres dans une autre partie un peu de YouTube qui est aussi moi qui m'intéressait beaucoup, tu vois. D'accord. Et c'est peut-être à partir de ce moment-là aussi que tu as délaissé un petit peu le côté client. Ouais, clairement. En fait, ton esprit était plus focus sur l'aspect YouTube et l'évolution que tu Ouais. pouvais en tirer de tout ça plutôt que En fait, les c'est ça. vidéos En fait, clients. c'était plus les vidéos pour mes clients. C'était, j'aimais bien les faire et ça me permettait aussi de mettre en application ce que j'expliquais dans mes vidéos, grave. tu vois, dans la réalité aussi du terrain. Carrément. Mais ça me permettait aussi, entre guillemets, d'avoir un taf alimentaire, quoi, entre guillemets. Tu vois, je bossais là-dessus et ça me rapportait de l'argent, etc. Et tout l'argent que je gagnais, j'essayais de le remettre, d'en comprendre comment ça fonctionne, essayer d'avoir tel ou tel matos ou de telle ou telle chose pour que mes vidéos soient mieux. Et donc, oui, quand j'ai commencé à comprendre que je pouvais, on va dire, mieux gagner ma vie via YouTube que via mes clients, c'est là où j'ai commencé un peu à délaisser
Et j'ai surtout pris un peu un gros pari, c'est qu'à un moment, j'ai arrêté clairement les vidéos clients, où je me suis dit, ok, du coup, t'en fais plus pendant 6 mois, tu mets tout là-dedans, tu mets toutes tes économies là-dedans. Donc j'ai claqué vraiment toutes mes économies là-dedans pour que ça se lance vraiment. Et c'était pareil, qui tout double. Est-ce que ça prend pas, quoi, tu vois. Du coup, verdict? Ça s'est bien passé, encore pour l'instant. On verra jusqu'où ça va, mais pour l'instant, ça va. Mais en tout cas, je sais que ça a été la bonne strat de tout miser un peu là-dessus. Parce que, mine de rien, pour que ça marche dans les réseaux, pour que ça marche là-dessus, quand tu veux que ça marche rapidement, faut poster régulièrement. La régularité, c'est le truc le plus important. Et si tu veux faire de la qualité, tu es obligé de bosser beaucoup tes vidéos, et c'est dur de faire deux choses à la fois, quoi. Donc j'avais la chance, entre guillemets, j'avais travaillé aussi pour d'avoir de l'argent de côté. Je me suis dit, ok, là, t'arrêtes de bosser un peu pour tes clients, tu te mets à fond là-dedans et tu vois ce que ça donne, quoi. Ouais, tu pouvais tenir plusieurs mois sans bosser et puis, réellement et avoir tes revenus YouTube de l'époque. Qui te suffisait, et puis après petit à petit, en gros c'était un pari. C'était un peu un pari. J'ai eu aussi de la chance, faut pas se le cacher, où tu vois, il y a eu pendant le Covid, donc il y avait des aides un peu de l'État. Il y avait ces choses là, il y avait, tu vois, quand tu te lances aussi avec Pôle emploi, tu peux avoir des aides aussi là-dessus. Donc on se rend après moi j'étais au Canada, donc c'était différent, mais on se rend pas compte quand même de la chance qu'on a en France quand tu te lances dans n'importe quel projet, d'avoir des choses comme Pôle emploi, quoi. Ça permet de lancer des projets, mais t'es plus serein que si jamais ça marche pas, tu dis bon c'est pas grave, il y a Pôle emploi. C'est ça, si ça marche, c'est bien, tu vois. Et on se rend pas compte que du coup, pour avoir rencontré des gens au Canada qui eux ont pas ça, et tu vois, eux quand ils se lancent, ils sont à poil, quoi, tu vois. Ils ont pas le droit à l'erreur parce que ils ont un loyer à payer, la bouffe, etc. Et les gens se rendent quand même assez peu compte, je trouve, de la chance qu'on a en France, justement, d'avoir toutes ces aides-là. Parce qu'aujourd'hui, tu es quand même beaucoup plus sécurisé si tu veux lancer un projet, que ça soit YouTube ou n'importe quoi, créer ta boîte ou tout ce que tu veux. Ça, faut vraiment s'en rendre compte que plus tu voyages, plus tu te rends compte qu'en France, on est quand même pas mal. Ouais, c'est clair. T'as trop raison. Du coup, ça t'a permis de recruter des gens, c'est ça? Ah oui. À partir de combien de temps, combien à peu près, pas forcément en termes d'abonnés, mais à quel moment tu t'es dit faut que je recrute? Alors, en fait, j'ai toujours voulu recruter parce que mon optique, c'est d'avoir, tu vois, j'aime beaucoup l'idée d'avoir une équipe et de partager les avis de chacun. Et tu vois, je suis vraiment partisan de le fait d'être plusieurs personnes sur des projets parce que ça permet d'avoir un avis différent. Et ça, je suis hyper chaud. Donc, très tôt, je me suis dit, ok, dès que tu peux, tu recrutes. C'était ma strate de base. D'accord. Je voulais absolument faire ça. T'avais toujours ça en tête? Ouais. Et je me suis dit, ça se trouve, je vais être mauvais là-dedans parce que tu vois, j'avais jamais managé, j'avais jamais eu des gens avec moi. Donc on sait pas comment t'es, mais j'avais vraiment envie de tester, j'avais envie de voir un peu ce que ça pouvait donner, quoi. Donc dès que j'ai pu le faire financièrement, je l'ai fait. Alors en termes de, je saurais pas trop te dire en termes de nombre d'abonnés, parce qu'honnêtement, pour moi, ça parle pas trop. Mais c'est pas lié directement, parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir 3000 abonnés et puis recruter des gens, comme il y a des gens qui peuvent en avoir 1 million et pas recruter. Pour moi, c'était plus en termes de chiffre d'affaires. Je dirais que peut-être quand j'ai commencé à arriver autour des 40-50 000, c'est là où je me suis dit, j'arrivais à me payer, mais je me payais vraiment pas beaucoup. Mais je pouvais aussi payer quelqu'un d'autre. Et quand je dis quelqu'un d'autre, la première personne que j'ai recrutée, qui est Alexis, je l'ai recrutée en alternance. L'avantage de l'alternance, c'est que déjà, lui, il est en cours, donc il est là que quelques jours par semaine avec toi. Donc déjà, il est hyper connecté au terrain parce qu'il est plus jeune, il se lance un peu là-dedans. Il a aussi son école, donc moi, il peut m'aider énormément là-dessus parce que il a l'appui, on va dire, des avis un peu différents. Et on ne va pas aussi se le cacher, c'est que l'alternance en France, la chance qu'on a encore aujourd'hui, c'est qu'on a des aides aussi pour les alternances. Donc je ne vais pas te cacher que ça aussi, ça a pris une grosse partie dans la décision parce que quand tu as l'État qui te paye, je crois que c'est à hauteur de 50% quasiment le salaire de l'alternant, mine de rien, ça t'aide de fou, quoi. Parce que tu te dis, c'est 50% que je lâche pas et il y a quelqu'un qui m'aide. Exactement. Donc, et ça, tu vois, si ça n'avait pas été le cas, j'aurais pas recruté. Et moi, j'ai vraiment le parti pris où je me verse pas très peu de salaire, mais je me fais salaire, moi, de ma boîte en perso uniquement pour manger, le loyer, etc. Et dès que je gagne de l'argent, je le remets dans la boîte tout le temps. Et en fait, l'idée, c'est que dès que je gagne, dès que ça se passe bien, dès que j'ai assez d'argent, je recrute quelqu'un. Donc, tu vois, ça s'est bien passé. Boum, je me suis dit, ok, j'ai assez, je recrute quelqu'un. Là, ça se passe encore mieux. Boum, je recrute quelqu'un. Et tu vois, là, c'est ça. Mon but, c'est de continuer comme ça. En effet, boule de neige aussi, pareil. Ouais, exactement. Parce que plus tu recrutes des gens, alors, il faut que ça se passe bien, mais mine de rien, ils vont t'alléger d'une charge de travail. Et toi, tu peux te mettre sur autre chose, tu peux travailler sur d'autres projets, etc. Et grossir petit à petit. Ouais, et vraiment, le bonheur que ça a été, mais ça a été le jour ou la nuit, le jour où j'ai eu Alexis, la première personne, parce que ça te change ta vie, quoi, tu vois, le fait d'avoir quelqu'un, toi, tu peux lui déléguer des choses, ça te permet d'avoir un autre point de vue et tout, et de plus être seul dans ton, tu vois, de fait d'être tout le temps. Ça doit faire trop bien, c'est trop bien. Peut-être, tu vois, quand t'es tête baissée dans ton projet, t'as du mal à prendre du recul. Là, t'as quelqu'un qui dit, ça c'est ouf, ça c'est pas ouf, ça fait pas ça, enfin, tu vois.
C'est une force qui est incroyable. Donc, vraiment, un des conseils aussi que je peux donner, c'est dès que vous avez la possibilité de recruter, ça fait extrêmement peur de recruter quelqu'un. Mais quand tu le fais, si tu retrouves la bonne personne, c'est un pur bonheur. Vraiment, c'est un game changer. Clairement, la première personne, ça change la vie. Carrément. On va faire un petit jeu. Est-ce que tu es prêt? Ok. Je sais pas ce que c'est, mais. Bah justement, je vais t'expliquer. Je vais te poser des questions. Tu vas répondre par l'inverse de ce que tu penses. Ok. Ça va? Ouais. Alors, est-ce que ça va? Non, j'ai envie de pleurer. Ok. T'es content d'être ici? Bah non, ça me fait chier que tu sois là. Super. Est-ce que tu aimes le foot? Je déteste ça. C'est quoi ton équipe préférée? C'est le Stade Rennais. J'adore leur couleur de maillot. Ils sont très très forts. C'est pas facile. Quand même. C'est quoi le pire pays dans lequel tu es allé? Je dirais que c'est l'Australie. Parce que les gens ils étaient affreux. Ouais, ça n'a pas l'air terrible. C'était vraiment pas ouf. Mentalité vraiment. Puis c'est juste que c'est pas beau quoi. C'est vraiment un pays Ouais, tu y allais mais t'aimes moche pas, comme quoi. tout quoi. Ouais, ok. T'es droitier ou gaucher? Je suis droitier. Ok. Quel est ton plat préféré? Alors, il faut savoir que je suis un fin gourmet. Je suis quelqu'un qui a vraiment un palais très développé. Et donc, c'était mon plat préféré que tu me demandais? Ouais. C'est quoi l'opposé du saucisson? Pas le C'est tofu. Ah ouais, si je suis pas vegan, mais je suis pas loin. Je suis sur la ligne. Quel est ton style de musique préféré? Ou ton artiste préféré, si t'en as un? Ça serait le bon hard rock, tu vois. Un truc un peu rock. Ok. Waouh! J'ai zéro référence par rapport à ça. C'est terrible. Est-ce que tu te plais sur YouTube? Pas du tout. Pas du tout. Je suis assez malheureux comme personne. De toute façon, je suis assez triste de manière générale. Alors. Ouais, ça se voit. Qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux? Ça, c'est un peu plus. C'est une aberration, mais il faut quand même prendre du recul un petit peu là-dessus. Parce que c'est pas si nul à chier que ça. Faut un peu prendre du recul, c'est pas la fausse vie. Putain, je suis en train de m'embrouiller en le sens où C'est hyper dur. c'est très très dur. Quel est le pire conseil qu'on t'ait donné? Le pire conseil qu'on m'ait donné, c'était de m'entourer le plus rapidement possible de personnes qui sont dans mon domaine. Juste de pouvoir on en parlait un petit peu tout à l'heure, de pouvoir partager ce truc-là. De rencontrer des gens qui comprennent ce que tu vis. Ouais, c'est nul à chier ça. Ah ouais, c'est vraiment un pire conseil. Ah oui, c'est le pire conseil. Bah ouais, oui, c'est ça. Attends, mais du coup j'ai mal répondu là. Non, tu m'as dit Oui, le pire conseil. Le pire du coup, conseil. je vais te donner le meilleur. Voilà. Ouais, ok, ouais, du coup c'est bien le pire. C'est bon, je suis long à la détente. Ouais, du coup, t'entourer des bonnes personnes. Ouais, entourer des bonnes personnes et surtout essayer de rester le seul le moins longtemps possible. Quoi. Très vite s'entourer de gens et si on n'en a pas dans notre entourage, ce qui est très souvent le cas, contacter des gens qui sont, même si c'est juste par réseau, tu vois, par les réseaux, de faire, faire un petit groupe, des messages vocaux ou quoi, mais juste pouvoir communiquer avec d'autres gens qui comprennent ce que tu vis. Ouais, j'avoue, ça doit pas être terrible. Ouais. Et du coup, le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Alors, le meilleur conseil, c'est des choses. J'ai pas une mémoire qui est hyper bien développée, donc en général, j'efface ce qui me sert pas. Donc, le meilleur, j'ai pas grand chose qui me vient en tête là maintenant. J'ai un peu rien qui me vient. C'est pas grave. Ouais, t'as pas de bons conseils à donner. J'ai pas de bons conseils à donner. Tu préfères la photo ou la vidéo? Je préfère la photo. Ok. C'est quoi le plus important dans une vidéo? Le plus important, c'est de mettre des bandes noires pour avoir le look cinématique. C'est vraiment de filmer en 4K 100 images secondes. Ah ouais, ça, c'est vrai que c'est vital. C'est vital. Le plus important, qu'est-ce qui est le plus important aussi? C'est de mettre une lutte. Ok. Pour toi, les compétences d'un bon vidéaste, c'est quoi? Les compétences d'un bon vidéaste. Donc quelqu'un qui fait, tu me dis ça, quelqu'un qui fait de la vidéo de manière professionnelle. Quelqu'un dont c'est son métier. Qu'est-ce qui... Les meilleurs conseils. Ouais. Les meilleurs conseils, ça serait d'avoir la pire relation client possible avec son client. Genre vraiment, tu le respectes pas, tu l'insultes par mail, hyper important. Et tu l'écoutes pas quand il parle.
Genre vraiment, tu vois, il arrive, il a besoin de faire cette vidéo-là. Toi, tu fais une vidéo de toi, t'es en slip, tu t'en fous, t'écoutes rien de ce qu'il te dit. Ça, c'est le plus important pour bien marcher. Autant quoi. Ouais, exactement, Ouais. exactement. C'est drôle de voir d'ailleurs que les meilleurs conseils sont souvent liés à. Non, les pires. Attends, si les meilleurs conseils, du coup, sont liés. Ah, je suis en train de m'embrouiller, c'est terrible. Tu peux le dire en mode sérieux Ouais, aussi. Hein. donc en vrai, les meilleurs conseils premier degré quand tu veux bien marcher dans la vidéo, c'est vraiment le fait d'écouter ce que veulent les autres, ce que veulent tes clients, la manière dont ils le veulent, beaucoup plus que la qualité de la vidéo. En fait, on se rend compte qu'il y a très peu de clients qui sont vraiment qui veulent la qualité parfaite. Ce qu'ils veulent, c'est que tu leur fasses quelque chose qui leur convienne. Et dans tous les cas, la qualité que tu vas leur proposer sera bien meilleure que ce qu'ils avaient en tête, dû aux caméras qu'on a actuellement. Ouais, et puis le savoir que tu as aussi. Exactement, c'est ça. Parce qu'eux n'ont pas ce savoir-là, donc Ouais. ils peuvent pas le faire eux-mêmes. Ouais, clairement. Et ça, c'est vraiment le truc que je me rends compte, c'est la chose la plus importante, c'est d'écouter ce qu'ils ont besoin et de le mettre en application au mieux que tu peux. Quoi. Savoir écouter et savoir retranscrire Ouais. ce qu'ils t'ont dit en image. Ouais, clairement. Même si eux n'ont pas la même vision que toi. Oui. C'est pour ça qu'ils t'appellent justement. Ouais, c'est ça. C'est Donc pour toi, tu apportes ta vision, mais tu apportes surtout ton écoute. Ouais, c'est ça. Donc ouais, c'est vrai que c'est hyper important. Retour au jeu du coup, une personne que tu rêverais de rencontrer. Que je rêverais de rencontrer. C'est dur, on va pas parler de politique non plus, mais des gens que je sais pas, enfin tu vois, il y a pas des gens que je hais en particulier. Je dirais que je rêverais de rencontrer là à l'heure actuelle, je dirais Poutine. Hein. On va rester dans le truc assez soft. Et une personne que tu détesterais au plus haut point rencontrer. Ça c'est intéressant parce qu'il y a le cœur et la raison. Le cœur dirait Zinedine Zidane. Ah. Ça serait le cœur et la raison que je rêverais de rencontrer, alors c'est plus lié à mon activité via YouTube, tout ça, mais ça va être vraiment cliché, mais le Peter McKinnon. C'est le gars le plus emblématique, c'est le gars le moins emblématique. Ouais, c'est vrai, il dégage pas grand chose. Il a un style, c'est le gars qui est le moins naturel, surtout, en plus. Moins naturel face caméra. Ouais. Puis non, en vrai, premier degré, c'est le gars qui m'a le plus inspiré. C'est un gars que je trouve extrêmement doué dans ce qu'il fait. Et il continue encore. C'est ça, qui a une qualité, qui a une manière de voir les choses qui va à l'encontre que tout ce qui marche en fait. C'est un vrai créateur de tendance, je trouve. Et ça, il y a Casey Neistat aussi qui aurait pu être un peu. En fait, c'est drôle parce que c'est souvent les noms qui ressortent des créateurs. Mais en même temps, c'est le cas, quoi. Ces mecs-là, c'est les GOAT. Ouais. Et c'est ouf aussi que ces gens-là, tu vois, je viens d'y repenser, sont là depuis très longtemps. Ouais. Et encore aujourd'hui, les gens se réfèrent à ces personnes-là, alors que Casey Neistat, il a arrêté. Enfin, plus ou moins, tu vois, il est moins présent qu'avant. Peter McKinnon, un peu moins aussi. Mais encore aujourd'hui, les gens continuent à se référer aux GOAT, quoi, comme tu dis. C'est vraiment les meilleurs. Quoi. Ils apprennent un peu à se renouveler aussi, tu vois. Peter McKinnon, ça fait un moment, c'est un des premiers qui était là, et en fait, son contenu a évolué, et il continuera d'évoluer, tu vois. Et je pense que c'est le secret de la longévité aussi, c'est ça. C'est de jamais faire la même chose très longtemps, parce que sinon, tu t'épuises. Il y a beaucoup de créateurs qui sont épuisés comme ça, parce qu'ils faisaient toujours la même chose, que les gens attendaient exactement ça. Ouais. Et quand tu changeais de chose, les gens aimaient pas ça. Mais en fait, de temps en temps, il faut prendre le pari de changer un peu sa ligne édito pour durer dans le temps. Parce que tout a une date de péremption et toi, il y a un moment où ce que tu fais, ça va te saouler. Il va falloir que tu ouvres ton spectre. Sinon, mais tu vois, c'est paradoxal parce que lui, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune date de péremption dans ses vidéos. Quoi. Tu regardes ses vidéos d'il y a 3-4 ans, c'est comme si c'était sorti hier. Quoi. Mais dans ce qu'il faisait. C'est tellement qualitatif que waouh. Mais dans ce qu'il faisait, tu vois, dans le contenu qu'il produisait il y a 2-3 ans, il le fait plus ce contenu-là, tu vois. Non. Et le contenu qu'il fait actuellement, il le fera plus dans 3 ans non plus. Bien sûr. Il est constamment en évolution. Ouais, c'est ça. C'est plus le fait que lui, il est là depuis si longtemps, et il continue depuis si longtemps, et le GOAT, le numéro 1 et tout ça, parce qu'il a su justement se renouveler et tu vois, emmener les gens dans cette direction-là, quoi. Et ça, c'est fort. Est-ce que c'est très très dur à faire, quoi. Est-ce que c'est une part de stratégie, tu penses, ou non. Je pense que ce gars-là, c'est vraiment sa personnalité, sa mentalité qui fait que ça évolue. Enfin, en gros, lui, il est le précurseur, entre guillemets, ou alors le leader d'une longue lignée de vidéastes. En gros, lui, c'est le premier, quoi. Ouais, moi, je pense surtout que c'est un gars qui est pas c'est un gars qui enfin, je sais pas, je connais pas et tout, mais c'est pas un gars qui est trop réfléchi sur la stratégie, mais il y a un plus sur ce qu'il a envie de faire. L'instinct. Il est beaucoup dans le mood, tu vois, j'ai envie de faire ça, boum, je vais là-dessus, ça marche pas. C'est ce qu'il dégage, en tout cas, dans ses vidéos. Ouais, c'est ça. Et du coup, je pense que les gens l'aime énormément pour ça parce que c'est une vraie personnalité. Peter McKinnon, t'as pas plus de personnalité que lui et du coup les gens c'est ce qu'ils aiment aussi voir et peu importe ce qu'il produit ils vont regarder des vidéos. Demain il parle de croquettes pour chiens, tu vas l'écouter ce gars-là. C'est clair. C'est clair. Il y a très peu de créateurs qui sont capables de faire ça, quoi. Il fait ses trucs avec le cuir et tout. Moi
pas, enfin comme beaucoup de gens, je pense qu'ils le suivent, c'est pas notre délire numéro un, mais ça te fait kiffer le truc, quoi. Parce que lui, il est à fond là-dedans. Du coup, il t'emmène dans son univers. Il a cette façon aussi de raconter, c'est l'histoire, de te faire plonger dans son univers à lui, qui fait que t'as envie de rester et d'en voir plus même. Le storytelling qu'il a, il est incroyable et une source de motivation aussi pour beaucoup de créateurs, de la manière dont il monte ses vidéos, dont il parle, dont il fait le truc. Enfin, tu vois, je parlais de stratégie, mais ça reste quand même très travaillé. Tu sens que c'est devenu naturel pour lui. Mais c'est très, à chaque fois, il y a une intro, il y a un hook, dans sa tête, il arrive à donner ce côté naturel, mais genre hyper spontané. Mais alors au final, peut-être que derrière, c'est très travaillé aussi. Oui, parce que c'est juste que tu vois, il s'est habitué à ça. Tu vois, son cerveau maintenant était. Enfin, je dis ça comme si c'était mon rap, je le connaissais de ouf. Il m'a appelé hier, il m'a dit ça, mais en tout cas, c'est l'analyse que j'en ai fait. Ça se trouve, on se plante. Mais... pour proposer autant de contenu comme il a pu le faire dans un laps de temps très court, à mon avis, c'est que c'est vraiment de l'instinct, quoi. Parce que tu peux pas préparer autant de vidéos aussi qualitatives. C'est pour ça que c'est dur de s'identifier à ce gars-là. Tu peux pas en tant que créateur se dire vas-y je vais faire du Peter McKinnon, c'est impossible. Et ça c'est un peu le défaut qu'on fait quand on se lance en se disant on s'identifie beaucoup aux autres. C'est ça. Faut que j'essaye de faire comme lui et tout, mais t'arriveras pas. Enfin surtout la plupart des autres créateurs sont pas comme Peter McKinnon, mais le Peter McKinnon c'est un alien, c'est différent quoi. C'est comme Casinestat. C'est les gens ils fonctionnent pas de la même manière. Tu vois, on peut pas faire. Mais après, même eux, ils disent qu'ils sont inspirés par d'autres personnes. Quand tu regardes les vidéos de Peter McKinnon, il dit qu'en photo, il est inspiré par telle ou telle personne. Il le cache pas. Il va même faire des vidéos avec lui pour essayer de comprendre comment il fonctionne et tout. Donc quelque part, ça le rend peut-être un peu plus humain, même si c'est pas un alien non plus. Mais ça le rend peut-être plus accessible pour le commun des mortels. C'est ça. Oui, tout le monde est inspiré par le travail de tout le monde. C'est ça. Et puis il faut pas le cacher, quoi. Ça roule. Bon, on a fini notre jeu. Je ne vais pas te cacher que c'est un jeu je m'y attendais pas, qui est pas mal du tout, mais j'espère que les gens vont bien écouter l'inverse et ils vont pas retenir le truc. c'est un peu le but du truc. Ok, donc on va rentrer dans la troisième partie du podcast. On va parler de l'évolution du métier de vidéaste, peut-être photographe aussi, enfin peu importe le métier de créateur de contenu. Est-ce que toi tu as constaté par rapport à tes débuts de créateur vidéaste une évolution dans le métier, aussi bien en termes de matos que de mentalité, d'un point de vue général, quoi. Alors oui, je pense il y a très peu de personnes, même dans 4-5 ans, qui te diront non. Enfin, tu vois, il y a toujours de l'évolution dans tous les cas. Donc moi je me suis lancé quand même un peu sur le tard. Il faut se dire quand même que là on est en pleine transition dans la vidéo, notamment d'un point de vue matériel qui est assez énorme et que avant il n'y avait pas, mais il y a 10 ans en termes de matos c'était clairement pas ça. Donc moi qui me suis lancé depuis 3 ans, c'est certes assez peu. Enfin non, je dis ça fait 5 ans que je suis dans la vidéo. Je parlais de 3 ans plutôt pour YouTube, mais 5 ans de vidéo. En termes de matériel, c'est sûr qu'il y a des énormes évolutions. Et maintenant, faut vraiment, la question première et qu'on me pose le plus tous les jours, c'est quel matos je dois choisir, quelle caméra, quel objectif. Je pense que tu vas l'avoir aussi. J'en ai fait une vidéo il y a 2 semaines. C'est ça. Voilà. Moi, pareil, c'est la vidéo qui a mieux marché sur ma chaîne. Et c'est encore la question qu'on me pose tous les jours. J'ai fait cette vidéo-là, c'est un peu atroce. Et le problème de ça, c'est que les gens sont encore trop obnubilés par le matériel, ce qui est normal quand on débute. On pense que c'est ça qui va t'apporter la qualité, ce qui n'est pas le cas. Et encore plus à l'heure actuelle, parce que plus on avance, plus tu prends n'importe quelle caméra qui est récente, ça sera très très bien. N'importe quelle marque, toute qualitative. Et puis même avec des budgets maintenant de plus en plus faibles, tu obtiens des qualités de ouf, quoi. Ouais, clairement. Alors je trouvais qu'avant, il y a 3, 4, 5 ans, 6, 7, 8, on peut monter, mais en gros, plus on reprend par le passé, plus les caméras que tu choisissais avaient son impact. Aujourd'hui, les caméras se ressemblent tous. Avant, elles étaient plus liées à vraiment genre débutants, intermédiaires, professionnels. Maintenant, t'as tout. C'est ça. T'as vraiment tout. T'as tout. Et il faut se dire quand même que les clients, eux, ce qu'ils attendent de la qualité, alors c'est difficile peut-être pas avec un téléphone pour l'instant, mais des boîtiers à 500 jusqu'à 1000 euros, tu peux faire du contenu pro et que les clients seront hyper contents de ça, quoi. Il y en a pour beaucoup, 80% des gens vont pas voir la différence avec un boîtier qui coûte 6 ou 7000 balles, quoi, tu vois. Et ça, faut vraiment essayer de se rentrer un peu ça dans le crâne en mode... plus on va avancer, moins le matériel va être important. Parce que tout le matos maintenant est hyper, pas accessible, mais je veux dire, fait plus ou moins la même chose, quoi. Après, tout dépend de ta clientèle aussi. Si jamais ta clientèle te demande une telle qualité, ça dépend de toi aussi où tu veux te positionner sur le marché. Je pense qu'il y a de ça, ou même en fonction de ce que tu as envie de proposer comme qualité. Tu vois, genre, je pense sur YouTube, tu commences forcément avec du matos que tu peux te permettre d'acheter sur le moment. Mais après, il y aura forcément une certaine évolution. Ton œil va évoluer
Donc tu vas vouloir upgrader sur d'autres matos ou pas. Peut-être que la qualité que tu as dès le départ te convient très très bien et ça c'est OK. Mais je pense que c'est lié aussi en fonction de ce que tu as envie de proposer, surtout. Ouais, et puis c'est surtout que quand tu es vidéaste indépendant, c'est-à-dire que quand tu es tout seul, que tu te lances à ton compte en freelance ou quoi que ce soit, il faut se dire que les entreprises qui vont te répondre, qui vont être intéressées par ce que tu peux faire, elles sont au courant de ça. Et si jamais elles voulaient une qualité au-dessus, elles appelleraient une boîte de elles prod avec 30 personnes, machin, pour faire un truc bien plus chiadé. Donc, il faut vraiment se rentrer ça dans la tête que quand vous communiquez avec une entreprise et qui accepte de vous parler, elle sait que vous êtes tout seul, elle sait que... Et du coup, pour elle, les 95% de ces entreprises-là, elles seront largement satisfaites avec une qualité, on va dire, normale, quoi, tu vois, sans pousser le truc plus loin, quoi, avec un boîtier à 1 000 €, avec un bel objectif plus important. Ouais, parce qu'ils savent à qui ils s'adressent, justement. Ils savent qu'une personne ne pourra pas faire un spot télé pour Coca-Cola. Exactement. Donc, tu vois, ils sont en conscience de ça. Donc, il faut vraiment s'enlever de la tête cette histoire de blocage matos. Au contraire, il faut essayer de faire avec ce qu'on a, faire avec des petits matos, etc. Choisir surtout le bon objectif, c'est ce qui fera la diff. Et ensuite, après, un peu se lancer là-dessus. Ça t'a bridé, toi, un peu au début, le matos? Ouais, bah oui, comme tout le monde. Comme tout le monde, j'ai fait l'erreur de me dire, il me faut ce matos-là pour avoir la belle image. Moi aussi, pendant très longtemps, j'ai eu cette mentalité-là aussi. Ça a totalement... maintenant, je ne l'ai plus du tout. Mais en fait, plus tu grossis, plus tu te rends compte que tu t'en fous. On peut te donner n'importe quelle caméra entre les mains. Tu feras une belle vidéo parce que c'est la technique. C'est tes réglages, c'est ta composition, ton storytelling, tout ça. C'est ça qui va faire la qualité de ta vidéo, bien plus que ta caméra, quoi. Que vouloir à tout prix filmer en 4K 120. Oui, c'est ça. Ça, au final, dès que tu l'as, tu t'en sers même pas. Donc, Après, tu vois, c'est pas comme tout, c'est que tu as un pourcentage de projets où tu vas avoir besoin de telle ou telle chose, mais à 95% du temps, tu vois, c'est des demandes basiques que tu as, surtout quand tu es professionnel, que tu te lances, que tu es en freelance, etc. Les projets qu'on va te demander, c'est des projets très simples, qui demandent assez peu de matos. Moi, on me demande encore de filmer des interviews en 1080, ça pareil. En 8 bits, pas de log. Pas d'étalonnage derrière, du basique de chez Basique, qui pour moi, c'est mon ancienne caméra pouvait le faire largement. Mais à côté de ça, on me propose aussi, on me demande aussi du 4K 60, du log, tout ça. Mais ce qui reste une plus petite partie, on se rend compte quand même que ces boîtes-là, en général, elles demandent des choses très simples, juste du 1080p, juste je veux qu'on voit bien la personne, que entre guillemets la pose soit à peu près jolie. Enfin, tu vois, des choses très très basiques et tout à faire. C'est facile parce que maintenant, on a appris à bosser avec plus compliqué. Pour quelqu'un qui débute, ça peut être déjà compliqué aussi. Tu vois, il y a différents paliers. Mais du coup, si c'est justement ce qui est compliqué, c'est pas le matériel. Ce qui est compliqué, c'est la technique. C'est comment ça fonctionne. Et ça, c'est bien. Il faut passer beaucoup plus de temps à comprendre comment fonctionne son boîtier, comment faire tel ou tel plan pour que ça soit joli, que se dire je vais acheter une caméra à 4000 balles. Et pas savoir s'en servir. Et parce que si tu prends une caméra à 4000 balles et que tu sais même pas régler ta balance des blancs, au final ça sert à rien. Autant rester avec du matos à 700, 8000 balles. Et ça c'est dur à entendre quand t'es débutant, ou même nous encore actuellement, tout le monde est attiré par le matos. Tu consommes bien plus facilement des vidéos sur le matos, sur un boîtier qui vient de sortir, machin, que sur comment mettre une lumière bien éclairée, choisir tu vois. Alors que c'est d'autant plus important, voire même plus important. C'est plus important, c'est bien plus important. Le problème, c'est qu'on est humain aussi, on aime bien acheter, on aime bien dépenser, on aime bien regarder ces choses-là. Donc c'est la société de consommation. Exactement. Et puis c'est facile aussi de suivre l'évolution de ce genre de trucs-là, parce qu'on connaît déjà à peu près comment les boîtiers sont faits, ce qu'ils sont capables de faire. Donc suivre cette évolution, c'est facile pour nous. Tu vois, genre d'une année à l'autre, on passe de 4K 120 à peut-être l'année prochaine 4K 240, tu vois. On sait pas, hein. Mais c'est ça, en fait, c'est facile de s'identifier à ça, tandis que d'apprendre une lumière à 45 degrés, mettre une backlight, machin. C'est plus technique, c'est plus compliqué, peut-être que les gens n'ont pas forcément... Ça donne moins envie, faut se dire. Envie de savoir. C'est que ça donne moins envie, et ce qui est complètement un peu débile, parce que mine de rien, ce que tu apprends, les techniques comme ça de cadrage, de lumière, de composition, ce que tu apprends, c'était les mêmes choses qu'on disait il y a 10 ans. Et on dirait exactement, on dirait la même chose dans 10 ans. En fait. C'est les mêmes choses. Du coup, ce qui fait que quand tu as appris ces bases-là, tu les as pour toute ta vie, quoi. Alors qu'apprendre une telle ou telle caméra qui filme en 4K, 240, 640, tout ce que tu veux, et dans 2 ans, on fera de la 8K 240. Tu vois, ça va toujours bouger, quoi. Donc c'est très important d'essayer de comprendre le plus tôt possible qu'il faut investir du temps et de l'argent sur se former sur ces techniques de tournage, etc. Et après, se faire kiffer de temps en temps. Bon, je regardais la petite caméra, ça fait plaisir. Ça c'est clair. Ok, donc qu'est-ce que tu penses des intelligences artificielles maintenant ? Ça, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place. C'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Je sais pas trop quand c'est arrivé les premières. Je crois que c'est au niveau de l'audio, déjà pour les logiciels de montage et tout. Mais maintenant, on peut avoir des systèmes où les vidéos sont quasiment toutes prêtes. Tu peux avoir des
des intelligences qui te retouchent tout et n'importe quoi. Je n'ai pas d'exemple là précis en tête, mais qu'est-ce que tu penses de tout ça et justement, vers où ça peut nous amener? Alors moi, première chose, je suis très très fan de ce qui se passe, enfin tu vois, de voir les évolutions là-dessus. Ok. Pourquoi? Parce que nos parents, il y a 20 ans, quand il y a Internet qui arrivait, c'est pareil, ça faisait un peu peur à tout le monde. Et finalement, on avait peur que ça nous remplace à un moment donné. Sauf que on s'est rendu compte que ça nous remplace pas, mais ça nous aide à faire notre travail. Et moi, du coup, je suis persuadé que l'IA, ça va être pareil. Ils vont jamais remplacer notre travail. Par contre, ils vont nous aider à améliorer la qualité, tu vois. Je suis persuadé on pourra demain faire une vidéo avec une IA. On lui donne, vas-y, tiens, Merush, fais la vidéo à ma place, et le mec te sortira quelque chose de, tu vois, qui sera passable. Maintenant, si les clients feront appel à toi, c'est pour avoir de l'humain, c'est pour avoir de l'histoire, pour avoir un plus qu'un robot ne sera pas en capacité de faire. Et si demain, il sera en capacité de le faire, eh ben, l'humain aura évolué pour avoir un truc que l'ordinateur n'a pas. Et tu vois, ça va être pour moi, c'est un cercle vertueux où à chaque fois, l'IA doit apprendre ce que fait l'humain. Et ensuite, une fois que l'IA le sait, eh ben, l'humain apprend autre chose. Ouais, en gros, c'est pour assouplir les tâches de l'humain. Ouais, c'est ça. Et ce qui prend du temps. Ouais. Ce qui prend du temps, essayer de délaisser. Et il y a des choses qu'on ne peut pas donner spécialement à une intelligence artificielle. Et du coup, c'est à nous de nous débrouiller pour le faire. Donc, je suis vraiment très, très partisan de comprendre ces IA-là et essayer de les impliquer le plus possible dans notre travail, dans notre workflow, pour améliorer la qualité de nos vidéos et nous laisser du temps pour faire autre chose. Ouais, c'est du gain de temps en fait. Exactement. C'est de l'optimisation. Exactement, pour se dire, ok, comment je peux améliorer ça, comment je peux avoir plus de clients, comment je peux aller enfin, tu vois, faut qu'on les utilise comme des outils. Et le pire, enfin pour moi, un des pires trucs à faire, c'est de se dire, ah non, non, moi ça me fait peur, demain on aura plus de travail. Je pense qu'il fait peur aux gens, c'est le mot intelligence. Oui. Parce que l'intelligence, on a tendance à l'assimiler à l'humain. Et de dire qu'un robot est capable d'être intelligent, je pense qu'instinctivement, les gens, ils ont peur. Ouais, ça fait peur. Ce qui est normal. Ouais, non, mais grave. Mais ça remplacera jamais un humain. Ouais, c'est ça. Mais ça s'en rapproche. Ouais. Et c'est là où les gens peuvent avoir peur, je pense. Ouais, tu vois, genre ChatGPT ou des outils comme ça, il y en a d'autres, mais c'est le seul qui me vient en tête. Ouais. Ça peut faire peur à beaucoup de personnes. Et pour l'avoir testé, je pense toi aussi. Ouais. C'est puissant. C'est un truc de fou. Nous, mais justement, tu vois, nous, on commence à l'implémenter dans nos différents outils. On l'utilise sur plein de trucs, ChatGPT notamment. Pareil. Et c'est incroyable le gain de temps que ça nous fait, tu vois. Et en fait, ça ne va pas remplacer notre taf. Par contre, ça va l'améliorer, ça va l'accélérer. Et du coup, on l'utilise beaucoup plus comme un outil que comme un truc de création pure. Ça ne remplacera pas ce qu'on fera, mais ça nous aide, ça c'est sûr. Et donc justement, pour moi, il faut essayer moi, je m'en rends compte, c'est horrible. Hein. Là, j'ai 28 ans, donc je reste dans la moyenne d'âge, on va dire, assez classique. Mais Alexis, qui bosse avec moi, qui a 21 ans, il est beaucoup plus avancé que moi là-dedans. Et du coup, je vois que même moi, à cet âge-là, à 29 ans, j'ai pas l'impression d'être trop vieux, mais je commence à être largué un peu. Donc c'est trop drôle de voir que en fait, faut quand même. Je me force vraiment à fond, essayer de rester connecté à tout ça. Ouais. Pour pas être largué, pour justement optimiser un maximum ces outils-là et que ça soit utile pour ce qu'on fait. Quoi, parce que si tu veux durer sur la longueur, enfin sur la durée, t'as pas le choix que de te mettre là-dedans maintenant parce que qui sait où ce sera dans 5 ans ou dans 10 ans ou dans 15 ans. Ouais. Toi, tu auras 40 ans, tu seras toujours actif normalement si tu n'auras pas pris ta retraite. Voilà, genre, si tu n'es pas millionnaire et que tu n'as pas pris ta retraite à 40 ans, tu vois. Ouais. Non, mais si tout va bien, on sera toujours là dans 10-15 ans et ces outils-là, on se doit de les connaître à leur début pour savoir comment ils vont évoluer. Après, c'est pas non plus une obligation de les connaître. Non, c'est sûr. À l'heure actuelle, c'est juste que demain, ce que toi tu feras de ton côté tout seul sans IA, tu mettras une journée. Et ce que tu vas utiliser avec l'IA pour t'aider, tu mettras que 2 ou 3 heures, quoi, tu vois. Ouais. Et celui qui va utiliser l'IA sera potentiellement ton concurrent aussi. Ouais, c'est ça. Donc, il peut te piquer du marché, tu vois. S'il va plus vite que toi, il va pouvoir plus démarcher que toi, etc. Donc, je comprends les gens qui sont réfractaires un peu à tout ce qui est IA, mais il faut quand même se dire que c'est un outil bien plus qu'un remplacement. Ça va pas remplacer notre taf, ça va juste nous aider. Ça va pas remplacer la vision qu'on peut avoir d'une vidéo aussi, quoi. Non. Et puis les clients, quand ils font appel à toi, pour qui t'es, pour ta vision. S'ils voulaient faire une vidéo avec une intelligence artificielle qui a son goût, ils le feraient même. Quoi. Il y a un truc aussi qui est assez intéressant, c'est l'évolution justement du vidéaste à proprement parler, parce que c'est des nouveaux métiers, mais on commence à être de plus en plus en concurrence. Il y a de plus en plus de personnes qui arrivent sur le secteur. Ce qui est normal, c'est qu'il y a de plus en plus de demandes. Les entreprises ont compris quand même que c'est le moyen de communiquer dessus. Ouais. Et c'est plus démocratisé aussi maintenant, vidéaste. Tandis qu'il y a 4-5 ans, il y en avait moins. Ouais.
Ouais, c'est vrai. Maintenant, il y en a énormément. Ouais. Et on se rend compte, tu vois, c'est pareil en France, je trouve qu'on est toujours un peu en retard sur ces choses-là, mais typiquement au Canada, aux États-Unis, ils sont beaucoup plus avancés que nous. Ce qui fait que chaque entreprise communique avec de la vidéo. Nous, en France, ça arrive. Ouais, ici, quand même, ça arrive pas mal, mais on est encore un poil en retard. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, c'est intéressant de voir que plus on avance, plus les entreprises ont besoin d'avoir un vidéaste et plus il y a de vidéastes sur le marché. Donc, parce que la demande est là, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, le métier de vidéaste évolue dans le sens où tu es de plus en plus en concurrence avec d'autres personnes, mais en même temps, le marché a de plus en plus d'attentes, enfin, de besoins. De besoins, ouais. Donc, il y en a beaucoup qui hésitent aussi à se lancer parce qu'ils disent, mais il y a déjà trop de gens qui sont sur le marché. Et bon, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais non, il n'y a pas trop de monde. Non, il n'y a pas trop de monde, non. Au contraire, il y a de la... Après, c'est à nous, en tant que vidéastes indépendants, d'aller chercher aussi ces clients-là. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, par contre, où il y a une petite différence, c'est qu'avant, il y avait peu de vidéastes et peu d'entreprises qui en avaient besoin. Ce qui veut dire que quand il y avait un besoin, il y avait n'importe qui qui arrivait. Bonjour, je fais des vidéos, monsieur, vous êtes pris, bonsoir. Alors que maintenant, il faut travailler un peu plus son approche. Ouais. Tu sens que les entreprises sont plus sensibles à ça parce qu'elles sont beaucoup plus démarchées. Bah ouais, parce ils sont dans la position où ils peuvent sélectionner la personne avec qui ils vont travailler. Donc ils peuvent voir le travail de telle ou telle personne. Si un tel se démarque, ils vont l'appeler. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu sens quand même que ce qui fait la différence avec un autre créateur, un autre vidéaste, c'est pas la qualité de son contenu, parce qu'on a plus ou moins tous la même qualité, à des degrés différents évidemment, mais c'est son approche. Ouais. C'est sa manière de communiquer avec la personne, comment elle va y aller, comment elle va gérer un petit peu la relation client. Et on se rend compte que c'est ça qui devient clé. Ouais. Et les gens l'ont compris parce qu'on sent que c'est ce que les gens attendent. Tu vois, là, dans les différentes formations, dans les différentes vidéos, les gens veulent du contenu autour de ça. Parce qu'ils se rendent compte que c'est le plus important. Le retour client, c'est vraiment le plus important. Ouais. C'est ce que les vidéastes, peut-être, avant, n'avaient pas compris, parce qu'il y en avait moins, et du coup, ils étaient peut-être dans ce luxe-là où il y avait beaucoup de demandes auprès des entreprises et moins de vidéastes. Mais maintenant qu'il y a plus de vidéastes et que beaucoup ont compris que la satisfaction client, c'est vraiment la priorité, là, il y a peut-être plus de concurrence. Au-delà de l'aspect technique, matos, tout ça, maintenant tout le monde connaît tout. C'est facile de pouvoir se former facilement. Ouais. Mais par contre, c'est pas facile de savoir rapporter un chiffre d'affaires cohérent à son client quand il en a besoin. Quoi. C'est ça en fait, il faut vraiment comprendre que demain, ce qui fera la différence entre vous et un autre vidéaste, c'est la manière dont vous allez parler à votre client. L'accroche du début, comment ça va se passer. C'est pour ça qu'on dit souvent dans le business où le plus important, c'est de soigner cette relation client. Ouais. De soigner, alors je dis pas être entre guillemets le larbin et dire oui à tout, c'est pas ça que je veux dire. Ouais. C'est vraiment plus essayer que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de friction. C'est pour ça que l'écoute est hyper importante, de comprendre ce qu'il attend pour répondre exactement ce qu'il a en tête, quoi, tu vois. Et dans tous les cas, le reste suivra derrière. Mais c'est avec cette relation au client, c'est grâce à ça qu'il va vous rappeler, en fait. Et du coup, est-ce que tu as le sentiment qu'un vidéaste doit connaître tous les aspects de la vidéo? J'entends par là savoir gérer la lumière, le son, tout. En gros, être un outil multifonction. Est-ce que tu sens qu'il peut y avoir des limites à ça? Pour une personne, je parle pour un vidéaste solo. En fait, pour moi, un vidéaste, il doit être moyen partout. Il doit être, il doit être moyen bon. Enfin, quand je dis moyen, c'est plus bon, mais c'est dur d'être bon partout. Tu peux pas être bon partout. Donc, pour moi, il faut que tu comprennes chaque partie. Il faut que tu comprennes comment fonctionne l'audio, la lumière, le cadrage, pardon, la caméra, etc. Je suis en train de mourir. parce que demain, dans les projets, surtout quand tu te lances, tu es tout le temps tout seul. Donc, il faut que tu saches plus ou moins tout gérer. Et ensuite, en fonction de ce qui te plaît et de là où tu es bon, c'est là où tu vas pouvoir te spécialiser. Et c'est là où tu vas pouvoir, après, ensuite, la chance que tu as, ce qui est trop bien, c'est quand tu commences à sous-traiter des parties où tu es moins bon. Ouais. Tu vois, typiquement, il y a des gens qui sont bons dans la réalisation, dans le cadrage, etc., mais qui ne sont pas bons dans le son. Et du coup, ils recrutent des ingé-sons. Moi, c'est ce que j'essaye de faire un maximum. Ce n'est pas ma partie, je ne suis pas bon là-dedans. Je suis moyen, mais je ne suis pas bon. Et du coup, quand je n'ai pas le choix, quand je n'ai pas le budget, je le fais moi-même. Mais quand j'ai le budget, j'appelle un mec et c'est lui qui vient avec son matos et tout. Okay. Parce que du coup, pour que ça soit plus quali. Mais par contre, moi, c'est indéniable que tu es obligé de tout plus ou moins bien maîtriser si tu veux proposer, tu vois, des prestats. Il faut être moyen partout. Puis je pense dans le futur d'un vidéaste, l'idéal, c'est de pouvoir déléguer des tâches qui sont, comme tu as dit, un peu moins facilement faisables. Tu vois, enfin genre... Je suis en train de toi aussi, tu décèdes. Putain. Ouais, l'idéal, je pense, c'est vraiment de faire appel à des personnes qui sont beaucoup plus qualifiées que nous. Ouais. Putain, j'en peux plus là. C'est ça, ouais. Ah ouais, c'est la fin là. Ouais.
Voilà. Non, mais si, en vrai, tu as raison. Le fait que de passer par des gens qui sont plus avancés que toi dans certains domaines, ça va tellement. Ça va te libérer d'une tâche de travail qui t'occupe l'esprit déjà et qui te hante la tête. Enfin, je sais pas. Moi, j'aime pas trop faire des montages, tu vois. Ouais. C'est la partie qui me plaît un peu le moins dans tout ce que je fais. Bah, si jamais un jour je suis dans la position où je peux faire déléguer du montage, bah go. Ouais, tu l'envoies. Ah ouais, direct. Hein. Ouais. Et c'est ça qui est Maintenant, je intéressant. peux pas, tu vois, mais C'est intéressant parce que tu as des gens qui vont te dire à l'inverse, quoi. Moi, ce que je veux, c'est garder le montage et moins tu vois, déléguer l'audio, déléguer le cadrage, tu vois, ces choses-là. Ah ouais, c'est ça qui est très intéressant, c'est de voir que chaque personne est différente. Et sauf que ça, tu peux pas savoir Bah ce ouais. que t'aimes et ce que t'aimes pas tant que tu l'as pas fait. Et du coup, c'est très important. C'est pour ça que c'est important pour moi quand tu te lances de tout maîtriser. Et ensuite, plus tu vas avancer, tu vas dire ah ça j'aime bien, ah ça j'aime pas. Ouais, parce que toutes les personnes ont des affinités avec tel ou tel domaine. Il y en a, ça peut être l'audio, il y en a, ça peut être la vidéo, la photo, enfin peu importe. Ouais. Et ouais, enfin c'est comme un espèce d'entonnoir. Au début, tu fais tout. Et puis après, plus tu avances, plus tu t'affines sur un domaine précis. Puis même, ça peut être aussi dans les prestats que tu proposes. Clairement. Tu vois, au départ, tu fais tout. Bah, les gens ils conseillent plus aux débutants de tout faire en fait, du mariage, du corpo, du machin, du clip et tout. Et c'est là où tu trouves tes affinités, c'est là où tu arrives à découvrir ce que t'aimes au final, parce qu'au départ tu connais rien. Ouais, je suis d'accord, 100% d'accord. Faut que tu testes pour savoir ce que tu as envie de faire dans tous les domaines. Du coup, toi, c'est YouTube maintenant. Moi, c'est YouTube et demain, ça sera le riz cantonné. Je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais oui, en soi, après, c'est les motivations un peu de chacun. Tu vois. Ouais, et puis les parcours aussi sont différents. C'est par rapport à ce que tu testes. Chacun a un parcours différent et des affinités avec ce qu'ils font. Quoi. Mais pour avoir enfin, tu vois, pour savoir ce que tu as envie de faire, faut tester. Et ça, il y a pas d'autre solution. Il y en a beaucoup trop qui perdent pas du temps, mais tu vois, qui se disent OK, qu'est-ce que je veux faire, où est-ce que je dois aller. Tu vois, j'en ai beaucoup qui m'envoient des messages comme ça en mode ah ouais, mais là je sais pas où je vais, je suis un peu perdu, je sais pas s'il faut que je fasse tel ou tel type de vidéo. Et tu leur demandes est-ce qu'ils ont fait. Non, mais je pense que c'est ça. Bah non, tu vois, si tu penses déjà c'est que c'est pas bon. Quoi. Bah non, mais faut le faire avant et puis après tu réfléchis. Il faut obligé de le faire. Et le principal blocage, c'est le fait de se lancer, de tester. Et tu seras jamais plus serein qu'une fois que tu auras testé. Ça c'est sûr, tu pourras jamais le savoir parce que tu as un retour quoi. Déjà, c'est du concret, c'est du réel. C'est du concret. Dernière petite question, après on va terminer avec cet épisode et la saison aussi d'ailleurs. Est-ce que tu as l'impression que le métier de vidéaste est valorisé en France, aussi bien que dans d'autres pays ou aussi bien que ce qu'on pourrait prétendre demander en termes de tarification de clients? Je sais pas si ma question est très bien posée, mais je pense que les gens ont compris. C'est très intéressant, c'est pas facile à répondre comme question. Valoriser, je dirais que de plus en plus, parce que les gens, surtout les entreprises, reconnaissent quand même le travail d'un bon vidéaste, d'un bon monteur, enfin tu vois, d'une personne qui fait bien son taf. Et c'est surtout que jusqu'à quelques années, tu vois, t'envoyais un devis à un client, il disait comment ça, c'est ce prix-là, je fais la même chose avec mon tonton René et ses pantoufles, quoi, tu vois. Et là, plus on avance, plus ils sont conscients de ça, ils sont conscients du travail qu'il y a. Les entreprises ont un peu plus conscience de ça, et ce qui fait qu'ils sont moins choqués quand on voit un devis à plusieurs centaines, milliers d'euros, tu vois. Bon, oui, je pense que ça continuera dans les années à venir parce que c'est un métier qui est quand même moderne. Mine de rien, tu vois. Donc, les gens, il y a beaucoup d'anciens, tu vois, dans les chefs d'entreprise, les personnes décisionnaires qui font appel à telle ou telle personne pour des projets vidéo. Je dis pas que c'est la majorité, mais il y a pas mal de personnes qui sont issues d'une génération qui n'est pas la nôtre. Ouais. Et du coup, ils sont peut-être un peu plus réfractaires sur les chiffres qu'on leur annonce et tout ça. Quand ils voient, comme tu dis, des devis à 4-5 chiffres, ils se disent waouh, ok. Mais peut-être que ça va. En fait, c'est en train d'évoluer maintenant clairement. Parce que c'est un métier qui est de plus en plus proposé. C'est la visibilité en ligne, c'est quelque chose Enfin, c'est normal quoi. Enfin, on se doit de faire ça quoi. Ouais, donc du coup, et puis tu vois, par rapport tu me parlais aussi, tu vois, des pays que j'avais pu visiter, que j'avais pu faire et tout. Je vois quand même qu'il y a une différence. Tu vois, au Canada, vu qu'ils sont plus avancés que nous, ils ont plus l'habitude de faire appel à des gens pour faire de la vidéo. Donc quand tu envoies un devis ou quoi que ce soit, ils comprennent l'intérêt. En France, tu as encore beaucoup d'entreprises qui comprennent pas l'intérêt. Du coup, pour eux, un devis à 4-5 000 euros, ça va pas leur apporter tant que ça. Parce qu'ils voient la dépense au lieu de la valeur ajoutée. Et du coup, c'est ça qui est assez compliqué, c'est que du coup, plus on va avancer, moins on aura ce rôle-là, mais on a ce rôle de conseiller aussi. De dire, c'est ça, exactement. Il y a l'idée, voilà comment on fait la vidéo, mais voilà ce que ça peut vous rapporter. Voilà l'image que vous allez avoir, c'est travailler sur l'image, etc. Donc on a ce rôle de conseiller qui n'est pas évident pour tout le monde aussi. Bah ouais, parce que déjà, même pour nous, en tant que créateur de gars avec un boîtier qui fait des images, c'est
pas forcément notre rôle aussi. Ouais. C'est à eux d'avoir cette mentalité-là et de nous appeler pour qu'on puisse leur rendre ce service-là. Ouais. Mais si on doit faire ce boulot de prise de conscience à leur place, C'est pas on possible. pourrait tarifer encore plus. Quoi, Oui, tu ouais, vois. c'est ça. Bah oui, ouais, parce que c'est une presta en plus. Bah, Et ouais. c'est pour ça que toutes les entreprises qui vous disent que ça sert à rien, etc., faut pas essayer de perdre trop votre temps avec ça, Ouais. parce que ces boîtes-là, c'est prêcher à un prêtre sans avoir perdu l'eau dans l'œuf. Je sais pas ce que je sais plus ce que je dis. Je demanderais à une IA de faire un dessin correspondant à cette expression, ça va être Je suis magnifique. perdu dans ce truc. Voilà, mais du coup, c'est quand même plus compliqué de convaincre ces entreprises-là. Après, faut essayer un petit peu, mais dès qu'on voit que ça commence à être trop réfractaire, en mode c'est beaucoup trop cher, moi mon tonton il peut faire ça, ça pue un peu. Quoi, Faut pas perdre son temps. trop de temps là-dessus. Quoi. Il y a des entreprises qui ont besoin, d'autres non, faut l'accepter. Ouais, c'est ça. Oui, t'as des gens, et puis t'as des gens, ouais, c'est ça, comme tu dis, qui n'ont pas d'intérêt plus que ça, parce qu'ils font que du B2B, qui communiquent très peu par la vidéo, et peut-être qu'eux s'en rendront compte un peu trop tard, mais faut pas perdre trop de temps là-dessus. Quoi. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur sur tout ce qu'on a évoqué, aussi bien réseaux sociaux, YouTube, l'évolution du métier de vidéaste photographe, tout ça? Pas spécialement. Je trouve qu'on est plus on avance, plus. Je dirais pas que plus c'est facile, mais plus on a des moyens d'en vivre et d'avancer plus rapidement que mon époque quand je m'en suis lancé il y a 5 ans et que les gens qui sont lancés il y a 10 ans. Tu vois. Okay. Et je trouve que plus on avance, plus on a. Je dis pas que c'est plus facile, mais c'est juste qu'on a plus de moyens de le faire et c'est plus rassurant de se lancer. Donc, c'est plus accessible peut-être. Plus accessible, merci, je cherchais le mot. Pas du tout, je cherchais pas le mot, mais tu as eu raison. Donc ouais, faut vraiment pas se dire que le marché... Enfin, tu vois, s'il y a un truc à vraiment retenir, c'est qu'il faut pas se dire que le marché est bouché. Au contraire, plus on va avancer, plus il y aura des besoins, donc plus il y a de monde, mieux c'est, entre guillemets. Et c'est sûr, il va falloir faire la différence par rapport aux autres. Et ça se trouve, et ça prend du temps aussi à se faire, donc faut se lancer à un moment, ça c'est le conseil qui est le plus basique. Puis ça reste quand même mine de rien un travail, donc si on veut avoir tous les aspects positifs, le côté freelance, le côté libre, le côté il y a de la thune qui rentre donc c'est cool, ça passe par du travail derrière aussi, hein. Faut pas se le cacher, c'est quand même du boulot, c'est des heures à passer dessus. C'est sûr, c'est du sacrifice, c'est des choix, mais comme que ça soit dans la vidéo, n'importe qui. N'importe quel domaine. Qui crée sa boîte, c'est des doutes, c'est des remises en question H24, c'est mentalement un peu challengeant aussi, mais c'est ce qui fait que quand tu réussis, quand ça marche, et c'est là où tu es hyper heureux, où tu dis putain, tu vois, c'est quand même cool. Tu regardes ça avec du recul et tu dis ah ouais quand même. Ouais, de fou. Et du coup, c'est de plus en plus accessible là-dessus, donc faut pas hésiter à se chauffer. Quoi. Ah bah grave. Des projets pour le futur? Chaîne YouTube, clients? Alors, il y a un très gros projet. En fait, on est en train de travailler sur une école de vidéo. Okay. Donc une formation beaucoup plus poussée. Parce j'ai actuellement une formation au montage qui plaît. Les gens sont assez, en tout cas, les retours que j'en ai, ils sont plutôt contents. Et là, l'idée, c'est de proposer quelque chose qui soit beaucoup plus complet et lié plutôt sur la partie tournage, la partie réglage et surtout réalisation. Et aussi cette partie business, comme on disait, tu vois, être un peu partout, être un peu bon entre guillemets partout. Donc là, c'est le gros projet un petit peu qui devrait sortir en septembre. Je sais pas quand est-ce que le podcast sortira, mais normalement d'ici septembre, ça sera prêt. Donc l'idée, c'est de proposer quelque chose de, un peu qui fasse 3-6 du métier de vidéaste et que quelqu'un qui rentre là-dedans ne connaisse pas forcément grand-chose à la vidéo et qui sorte, qui puisse un peu facturer à ses clients. Donc c'est le gros projet, c'est l'évolution de la chaîne, c'est ce qui est normal. Aujourd'hui, j'aide les gens à se développer dans la vidéo. Et là, l'idée, c'est de condenser tout ce que je peux apprendre, tout ce que j'ai appris ces dernières années dans un contenu beaucoup plus court et où on a un maximum de valeur ajoutée en peu de temps, quoi. Donc c'est le gros projet actuel qui prend énormément de temps, mais qui est passionnant aussi à faire. Donc j'espère que ça plaira un peu aux gens, ce truc-là. S'il y a de la demande, c'est que... Oui, c'est aussi pour ça qu'on lance, c'est que parce que on me le demande assez souvent par message, etc., d'avoir un truc un peu plus premium, quoi, entre guillemets, que les vidéos YouTube. Ouais, si les gens sont prêts à dépenser de l'argent pour avoir ce genre d'informations. Ouais, c'est ça. Puis moi, je vais pas le cacher, c'est ça qui m'a formé, quoi. Il y a eu les tutos YouTube, mais il y a aussi les formations payantes, et c'est ce qui m'a fait un peu gaper. Donc je me dis, j'ai envie d'avoir ça, mais en français, parce que moi j'ai suivi beaucoup d'anglo là-dessus. Ouais. Et là, l'idée de proposer quelque chose en français, il y a déjà des mecs qui le font en France et qui le font très bien joué à eux. Et l'idée, c'est d'apporter quelque chose d'un peu différent. C'est pas parce qu'il y en a qui le font que c'est un marché qui est forcément fermé. En fait, tu vois, on s'y retrouve sur le discours, que ce soit vidéaste, que ce soit youtubeur. Là, pareil, école de vidéo, il y a des mecs qui font ça, qui le font très bien joué. Maintenant, tu as toujours de la place parce qu'il y a des gens qui vont préférer ta méthode, ta manière de voir les choses et essayer toi de te différencier par rapport à ce qui se fait.
c'est le même. De toute façon, c'est le même discours partout, Bah ouais, pour ouais, tout- c'est pour clair. tous les domaines. Après toi, il y en aura sûrement un autre qui va faire Exactement, il y a ça. d'autres, Et puis mais voilà, ouais, ça ouais. dépend forcément des personnalités des Ouais, gens ouais, et de la c'est ça. manière Exactement. dont tu approches Ouais. et dont tu communiques aussi avec certaines personnes. Exactement. Ça roule. Bah, du coup, on a terminé avec ce podcast. Cool. On va pouvoir respirer. Ouais. Boire de l'eau, de voix asséchée. Grave. Bah, merci à tous d'avoir suivi cette première saison de Sit and Talk. Moi, je vous revois en septembre, octobre. J'ai pas défini de date encore. Je suis encore en train de brainstorm. J'ai déjà des épisodes qui sont programmés. Faut que je me repose aussi de temps en temps. Ouais, Ce bah serait oui. déjà pas mal. Ça prend du temps, ouais. Je pensais faire une bonne pause pour enchaîner la saison 2 tranquille, mais apparemment il va pas y en avoir. Donc je vous dis au mois de septembre, passez un bel été tout le monde. Max, je te dis à bientôt. Merci infiniment. Merci à toi d'être venu ici, de m'avoir donné la parole. C'est Avec toujours grand agréable. plaisir. On a commencé, il faisait jour, maintenant il Non, fait nuit, c'est nuit, trop bien. ouais. Ok, abonnez-vous, suivez Max Pile et Face sur tout, TikTok, Insta, YouTube, MSN. Ok, bah merci à tous et puis à très bientôt. Salut. Merci à vous. À plus tard.